Alors, une fois de plus, on a eu 12 pages de questions. C'est formidable pour Irène qui les a regardées et qui m'a envoyé un petit message en disant il y avait de quoi faire des heures de cours pour répondre à toutes les questions. Mais elle va déjà parsemer sa présentation de quelques débuts de réponses. Et puis ensuite, bah, vous verrez avec elle s'il y a des enjeux ou des demandes de référence pour répondre aux autres questions que vous vous posez et qui évidemment reflètent très bien le fait qu'on est un séminaire pluridisciplinaire et donc les unes et les autres n'ont pas les mêmes références et les mêmes cadres de pensée pour aborder cette question-là. Alors moi, je suis vraiment ravie que Irène Bellier ait accepté de venir. Elle est fraîchement retraitée émérite, sans pour cela s'arrêter, sauf les cours. Elle a encore plein de doctorants. Et donc, on se connaît, je ne dis même plus le nombre d'années. On s'est connue étudiante, en fait. Étudiante et militante. Militante, justement, pour les droits autochtones. Et donc, aujourd'hui, enfin depuis fort longtemps déjà, tu es vice-présidente du JITPA, qui est une des organisations qui travaille à défendre les droits des peuples autochtones. Définition sur laquelle Irène va revenir, mais pour ceux qui se posaient des questions, ce n'est pas quelque chose qui vient juste de l'anthropologie, c'est quelque chose qui vient des peuples même quand ils étaient à l'ONU pour traduire donc le terme anglais indigenous. Et c'est une, contrairement à l'idée que ce serait exotisant et colonial, c'est une auto-affirmation, une réappropriation, comme les choses dont on a parlé, entre autres dans le séminaire où je vous avais fait lire un extrait de mon livre. Réveiller les esprits de la Terre. Donc, Irène a été extrêmement active dans plusieurs recherches et elle nous parlera de quelques livres collectifs, notamment qu'elle a sortis. Elle a notamment animé un très grand programme européen qui s'appelle SOGIP pendant plusieurs années, qui a permis de financer une douzaine de doctorants pour étudier justement l'impact ou le non-impact, les satisfactions et les insatisfactions après la signature de la déclaration sur les droits des peuples autochtones, donc Indigenous People en anglais, Povos Indígenas en espagnol ou portugais. Et donc, voilà, c'est un programme qui a donné lieu à plusieurs ouvrages collectifs qui sont sortis dans une collection que tu as créée, chez l'Harmattan. Voilà, et c'est vraiment des ouvrages de référence extrêmement importants sur différents thèmes, dont l'un des textes que vous avez eu à lire. Et nous avons aussi animé ensemble pendant des années à l'EHESS un séminaire qui s'appelait Images de l'autochtonie. Image et politique au pluriel, les deux, de l'autochtonie. Et donc, à l'EHESS, alors je ne sais plus, je crois qu'on avait commencé en 2010, avant même. Bon, alors je ne sais plus. Ouais. Non, je pense que moi j'étais en Australie en 2004, donc quand je suis rentrée d'Australie, ouais, de 2006 pendant au moins 5-6 ans. C'était passionnant, on avait beaucoup de monde, l'amphi était toujours plein et on a nous-mêmes appris énormément de choses grâce aux films que l'on choisissait sur toute la planète en fait. Et il y avait aussi bien des films faits par des réalisateurs dont c'est la spécialité, mais surtout on a privilégié les films faits par les autochtones eux-mêmes, seuls ou en collaboration, documentaires, fiction, films expérimentaux, etc. Voilà. Donc, eh bien, je te laisse la parole, Irène, parce que tu vas nous en dire plus. Notamment, oui, Irène fait partie d'un laboratoire mixte de l'EHESS et du CNRS, donc l'IAC, qui regroupe plusieurs laboratoires qui étaient indépendants avant, que tu as dirigé, dont le LAIOS. Voilà. Voilà, puisque avant de travailler sur les questions autochtones, Irène va vous le dire, elle a travaillé sur les institutions européennes. Merci Barbara de cette présentation et je pense que je vais pouvoir répondre effectivement à un certain nombre de questions dans que j'ai lu très rapidement évidemment parce que
j'ai reçu ça cette nuit et j'étais un peu occupée. Et du coup, voilà, je n'ai pas non plus présenté de diapositives avec tous mes bouquins. Je vais essayer de vous en parler au fur et à mesure. Mais je voudrais vraiment rentrer dans le cœur du sujet parce que je pense qu'en explorant cette question des savoirs autochtones, on touche à beaucoup de ces problématiques, comme vous avez pu le voir à travers les 2 articles que je vous ai proposé de lire et qui ont à un moment donné posé des interrogations à certains, comme qu'est-ce que ça veut dire que la participation des autochtones aux Nations Unies, comment est-ce qu'il peut y avoir une place pour les autochtones dans un monde d'État, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Est-ce qu'il y a une efficacité? Donc je pense qu'on va essayer de traiter ces questions-là. Donc là, je vous introduis dans la salle de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous me voyez en haut dans l'écran, là je suis en train de prendre des photos, je suis en situation d'anthropologie observante. C'est une question qui m'a été posée aussi aux anthropologies participantes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ça veut dire passer du temps. De la même manière que lorsqu'on fait un terrain d'anthropologue, on va enfin, je veux dire, j'ai fait que du terrain en anthropologie et je vais vous en reparler. Donc, j'ai notamment aux Nations Unies travaillé depuis 2001. J'assiste à toutes les réunions internationales dans lesquelles les autochtones sont partie prenante. Et ça a impliqué des groupes de travail, le groupe de travail sur la déclaration. J'ai suivi la négociation de la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, qui a quelque chose de vraiment particulier. Enfin, il y a plusieurs choses de particulier, mais d'une part, il s'agit effectivement du seul document international qui rapatrie sur une catégorie nommée peuple autochtone l'ensemble des droits existants dans le droit international des droits humains. Donc le droit international, c'était une autre des questions qui a été posée ici. Le droit international est composé de beaucoup de volets, de même que le droit national se compose de beaucoup de volets. Et il existe un droit international du commerce comme il existe un droit international des droits de l'homme. Et ce ne sont pas les mêmes structures, ce ne sont pas les mêmes modalités, ce n'est pas les mêmes jurisprudences qui sont opérantes. La Déclaration des Nations Unies, elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle a été négociée avec les bénéficiaires de l'instrument. Quand on parle de déclaration, une convention, dans le droit international, on parle d'instrument. Et donc, les bénéficiaires, c'est-à-dire les peuples autochtones, leurs représentants, leurs organisations, ont dialogué avec les États. Et ça a été très long, très dur, très tendu. Ça a duré plus de 25 ans avant qu'ils n'arrivent à adopter cette déclaration en 46 articles, sur lequel je pourrais revenir à l'occasion, mais je ne voudrais pas trop détailler ici. Mais ce qui est important à retenir également, c'est qu'il s'agit d'une déclaration qui a été, comme tous les textes des Nations Unies, les langues officielles des Nations Unies sont 6. C'est l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Et donc, tous les documents des Nations Unies sont traduits dans les 6 langues. Et c'est la version de négociation qui fait foi. Généralement, c'est la version anglaise qui est, mais ça, c'est pas propre aux Nations Unies, c'est propre à tous les secteurs intergouvernementaux. Et du coup, il y a eu toute une discussion sur la traduction de cette catégorie peuple qui est arrivée sous l'angle, d'abord parce que les 2 langues dominant le champ des réflexions sur les autochtones, c'est le langue anglophone, enfin l'anglais et l'espagnol. Et il y a donc eu un enjeu de traduction. Est-ce qu'on va dire indigenous people, c'est ce qu'on va dire peuple indigène, pueblos indígenas ou povos indígenas en portugais, est-ce qu'on va dire peuple indigène en français. Et les autochtones francophones qui étaient partie prenante de la négociation et représentés dans ces instances-là ont exigé que ce ne soit pas le terme indigène qui soit repris parce qu'ils renvoyaient trop explicitement au statut de l'indigénat par lequel la métropole française exerçait vis-à-vis de ses colonies un droit différencié sur les populations locales dites indigènes et qui étaient privées de droits civils et politiques. Et donc, du coup, pour changer de paradigme, ils ont revendiqué cette catégorisation d'autochtones. On pourra revenir après si vous le souhaitez. Donc, on est dans la salle des Nations Unies. Et je voulais vous montrer que j'y étais partie prenante. Et je voudrais aussi vous montrer celle-là, dans laquelle vous voyez le Todo'ao Sid Hill, qui est à la fois à la tribune et dans les deux écrans, et qui est, lui, depuis maintenant plusieurs années, chargé d'ouvrir un peu les séquences de travail par des paroles et des oraisons destinées à attirer l'attention des esprits sur l'importance des travaux, des paroles qui vont circuler dans cette instance. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est Sid Hill, on dit c'est Sidney Hill, mais on dit Sid Hill, le Todo'ao,
Il est Onondaga, il fait partie de la confédération Haudenosaunee, des 6 nations iroquoiennes qui vivent entre le nord des États-Unis et le sud du Canada. Et il s'exprime là en particulier parce que le siège des Nations Unies à New York, où se tient cette réunion, est sur le territoire de cette confédération Haudenosaunee. Donc, très régulièrement aussi, des représentants d'États et des peuples autochtones, mais aussi des États, prennent la parole en disant qu'ils rendent hommage aux propriétaires légitimes de ce territoire. Et cela est vrai dans beaucoup d'instances dans lesquelles on discute des questions internationales. Alors, je voudrais, j'ai beaucoup de diapos et je vais essayer de tenir dans le temps. Je voudrais vous expliquer effectivement quel a été mon itinéraire de recherche, quel a été le point de vue que j'adopte pour une recherche qui est extrêmement compliquée et qui m'a effectivement conduit de ce premier terrain que j'ai passé avec les Maïhuna, qui est un peuple tucano-occidental de l'Amazonie péruvienne. Et j'ai travaillé à l'époque, comme disons, en anthropologie classique. Je voulais travailler sur le rapport entre les hommes et les femmes. C'était dans les années 80, la question des gender studies n'existait pas encore. Et je voulais effectivement travailler sur cette problématique-là. Et donc, j'ai travaillé sur la mythologie, sur la pensée qui liait la culture et la nature. Je mets des guillemets évidemment autour de ces deux termes. Et j'ai surtout, dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, travaillé beaucoup sur les manières de dire, les mots pour le dire, et les taxonomies animales et végétales, la faune et la flore, et que j'ai organisé en trilingue. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le mot vernaculaire Maïhuna, en Maïhunki, qui est une langue agglutinante particulière, en espagnol, parce que c'était une langue véhiculaire qui permettait effectivement de comprendre de quoi il s'agissait, et puis en français et en botanique internationale, pour les noms d'espèces en botanique et en faune internationale. Donc il y avait 4 langages, et c'était assez précurseur d'une certaine manière, et je pense que ça peut reprendre un certain intérêt aujourd'hui, parce que je distinguais à la fois les modes de classement, les modes de représentation et les utilités relatives qui étaient données à ces plantes, parce que l'ensemble du monde Maïhuna est en interrelation avec les Maïhuna. Donc le monde Maïhuna, c'est la faune, la flore, l'air, les eaux, les cigales, les oiseaux, les insectes. Ils sont tous en interrelation. Donc du coup, c'est intéressant de voir de quelle manière se joue la relation. Je n'en dirai pas plus maintenant. Après, j'ai travaillé sur les énarques avec une autre question de recherche. Bon, c'était pour une question alimentaire, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été fascinant. J'ai passé 4 ans chez les Maïhuna, j'ai passé 4 ans chez les énarques pour essayer de suivre quelque chose que j'ai appelé, qui était réel, comment est-ce qu'on transforme une personne ordinaire en un chef. Et je venais là pleine de la connaissance du monde Maïhuna, dans lequel il n'existe pas de chef, comme ils le disent. Nous n'avons pas de chef parce que nous ne savons pas comment obéir. Et c'était tout à fait intéressant parce que les énarques apprennent à se faire obéir. Donc il y avait comme là un énorme déplacement et pourtant de la corrélation. Évidemment, c'est autre chose. J'ai travaillé l'institution. Là, la Maïhuna n'avait pas véritablement d'institution, en tout cas dans le sens qui est donné à celles qui sont des institutions de pouvoir, qui sont des lieux de pouvoir. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur ce qui s'y apprend, le devenir chef. Et puis ensuite, pour des raisons variées, tenant à la manière dont on construit les programmes de recherche et dont on fait des alliances et on suit des intérêts, je travaillais sur la Commission européenne avec l'idée de comprendre comment s'exerce le pouvoir d'un pouvoir transnational, un pouvoir multiculturel, un pouvoir déplacé par rapport aux États. Et donc j'ai commencé à travailler à ce moment-là les logiques du pluriculturalisme, du plurilinguisme, de la mondialisation, de ces institutions qui ont à la fois un volet intérieur fort, les composantes des États membres, tous les administrateurs, les agents de la Commission européenne, et un volet extérieur, toutes les relations qu'entretient l'Union européenne avec le reste du monde dans différents champs sectoriels. Et pour finir, comme j'étais un peu lasse de travailler avec la Commission européenne et les fonctionnaires européens, j'ai retrouvé la question des autochtones à l'occasion d'un numéro de revue que j'ai coordonné dans la recherche amérindienne au Québec. On m'a demandé de faire un numéro sur la mondialisation. Et comme il s'agissait d'une revue qui s'appelle donc Recherche amérindienne au Québec, j'ai pensé que le truc le plus intéressant, ça serait de faire la mondialisation et les peuples autochtones. Et à partir de là, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a amené vraiment
très très loin, à découvrir non seulement le fonctionnement de l'institution, mais aussi le fonctionnement, la mise en place d'un mouvement international des peuples autochtones, et qui, au départ, était localisé vraiment dans le secteur des droits humains des Nations Unies. Je ne vous donne pas tout l'organigramme, à l'occasion, vous pouvez regarder, mais quand vous avez l'organigramme des Nations Unies, vous avez une page complète avec plein de noms d'organes, etc., etc. Et puis, dans un petit endroit, vous avez Conseil économique et social, instance permanente sur les questions autochtones, ou alors Conseil des droits de l'homme, mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. Et autour, vous avez les 42 agences de la famille des Nations Unies, vous avez toutes les banques, Banque mondiale, Banque de développement, etc. Et dans les 42 agences, vous avez l'UNESCO, ONU Femmes, ONU SIDA, ONU Habitat, etc. Il y en a 42. Donc là, j'ai été saisie par le changement d'échelle, évidemment. Hein. Vous avez remarqué, je passe d'un niveau très local à un niveau national, à un niveau européen, puis à un niveau international. Et là, ce qui est frappant, c'est d'avoir dans ce même endroit la représentation de autant d'États différents. On entend des langues différentes, et les peuples autochtones eux-mêmes sont là et représentent une diversité extraordinaire. Et puis, les sujets qui les concernent sont absolument énormes. Ils sont concernés par tout. Tout. Et donc, on est parti progressivement du secteur des droits humains avec l'élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, justement parce qu'il s'agissait de définir des droits qui les concernent, sachant que la Déclaration individuelle des droits de la personne, la Déclaration fondamentale sur les droits humains, est individuelle et ne correspondait pas, d'abord ne leur était pas appliquée, puisque une des particularités des peuples autochtones est qu'ils ont souffert de spoliation territoriale, marginalisation dans les États, décrédibilisation de leur souveraineté, expulsion. Ils ont été considérés pendant des dizaines d'années, des centaines d'années depuis les temps de la colonisation, mais on ne va pas traiter tout ça, mais comme étant marqués par un sceau négatif. Ils ne parlaient pas la bonne langue, ils n'avaient pas la bonne religion, ils ne savaient pas pratiquer l'agriculture, ils n'étaient pas des capitalistes, enfin beaucoup de choses comme ça qui les a amenés à être considérés comme des sauvages. Et donc là, je vais répondre à une des questions. À un moment donné, on posait la question de en quoi les autochtones et l'humanité vont-ils de pair? Eh bien justement, c'est dans cet angle-là qu'à un moment donné, l'humanité, c'est un concept très vaste qui est destiné à inclure l'ensemble des humains. Eh bien, pendant très longtemps, les peuples autochtones ont été considérés comme des infra-humains, voire pas des humains du tout. Et encore aujourd'hui, vous avez des propos, par exemple en Irian Jaya, Ouest Papua de l'Indonésie, où on va parler des Papous comme des singes, en disant ce sont des singes, ils ont une queue, etc. etc. Donc, vous voyez, là, il y a un processus d'infra-humanisation qui permet effectivement de pouvoir exercer à leur égard de la violence, des massacres, des génocides. Et juste pour vous mettre dans l'esprit, je vais vraiment passer très très vite, mais jusqu'en 1996, en Colombie, il y a eu des massacres d'Indiens qui ont été réalisés avec des personnes qui ont été, à un moment donné, sanctionnées, enfin déférées devant la justice, qui disaient, mais on ne savait pas que tuer un Indien, c'était un délit. Donc c'était quand même assez remarquable. Et en 96 encore, au Canada, il y a eu une fameuse commission royale qui a enquêté sur les pensionnats dans lesquels les enfants autochtones ont été, je dirais, déportés, extraits de leur famille, amenés à des milliers de kilomètres de chez eux. On les a privés de leur langue, on a cassé les fratries, on les a empêchés de rentrer chez eux. Le tout était de tuer l'Indien pour éduquer l'enfant. Et ça a duré jusqu'en 96, ça a été fini ensuite, il n'y a plus de pensionnats de ce type-là, mais on retrouve encore des charniers, on retrouve encore des ossements à qui on ne sait pas encore. Il y a eu 150 000 enfants qui ont été, on sait qu'ils sont passés dans les pensionnats, 6 000 ont été tués, 2 800 noms apparaissent et ils sont en train de chercher sur les autres. Donc c'est pour vous montrer que la question de reconnaître comme des sujets de pleine humanité est quelque chose de très important. Alors, je vous emmène là dans une séance sur les savoirs autochtones et pour construire cette séance, j'ai mobilisé deux
deux types de documents, à part ceux que j'ai dans la tête parce que je les ai écrits, mais deux types de documents importants qui me paraissaient répondre et permettre de poser un certain nombre de questions. L'un, c'est Haroun Agrawal de 2002, et donc on est à 20 ans d'écart, et qui s'appelle Classification des savoirs autochtones, la dimension politique, qui a été publié donc dans Revue internationale des sciences sociales. Extrêmement intéressant parce qu'il pose vraiment une problématique de ce que faire une base de données veut dire. Hein, on y reviendra après. Et puis j'ai pris très récemment le collectif Yves Guillat qui a publié vraiment le week-end dernier une note sur le rapport du GIEC, qui est le dernier rapport du GIEC, dans lequel la note s'appelle reconnaître les contributions des peuples autochtones dans l'action pour le changement climatique global. Une analyse donc du GIEC et du rapport sur les impacts sur l'adaptation et la vulnérabilité. Et c'était très intéressant aussi parce que à travers ces 20 ans d'écart, on voit comment les choses ont évolué et comment justement la participation des peuples autochtones aux affaires qui les concernent permet à la fois de donner une nouvelle orientation à un certain type d'action politique et parfois de répondre à un certain nombre des critiques qui ont été mises en avant par Agrawal. Et puis donc voilà, Barbara a mentionné effectivement la collection de bouquins qui m'ont porté parce que depuis 20 ans, donc en fait moi j'ai travaillé dans cette période-là, entre Agrawal et Yves Guillat, j'ai travaillé à collecter des données et j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de travailler d'une manière séquentielle. Donc au départ c'était, mais c'est qui les peuples autochtones? Et donc là si vous vous posez cette question, je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle Peuples autochtones dans le monde, les enjeux de la reconnaissance, où on essaye de poser, enfin non, on pose avec un collectif d'auteurs, c'est quoi peuple autochtone dans les mondes français, dans les mondes hispaniques, dans les mondes brésiliens, dans les mondes russes, dans les mondes asiatiques, parce qu'on s'aperçoit que la catégorie peuple autochtone, elle est déterminée en droit au niveau international, mais elle est interprétée et elle dépend de la manière dont les peuples autochtones ont été incorporés, agglutinés, marginalisés à l'intérieur des États. Donc les cultures politiques nationales sont souvent informées également par des héritages coloniaux. Et c'est important pour cela de pouvoir traiter non pas les peuples autochtones, c'est une catégorie de droit et c'est pour ça que je la retiens, mais en même temps, elle est destinée à être interprétée dans les différents contextes d'usage. Après, j'ai beaucoup travaillé aussi, j'étais à un moment donné vice-présidente du GEMDEV et j'ai travaillé beaucoup sur cette question. Le GEMDEV, c'est le groupe d'études de la mondialisation et du développement et c'est donc plein d'économistes, d'historiens et de géographes qui travaillent sur le développement, question de rapport nord-sud, etc. Il y a une question sur les Suds. Je vais y répondre tout de suite. J'ai beaucoup de mal, même si on peut penser les épistémologies du Sud, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes à lire dans ce domaine-là, mais j'ai personnellement beaucoup de mal à accepter cette division nord-sud qui, pour moi, est une division comme d'autres. Il y a eu sous-développé, développé, en voie de développement, en voie de sous-développement, et penser le nord-sud, c'est aussi oublier une dimension qui se présente aujourd'hui assez fortement, je pense, entre Occident et Orient. L'Orient étant peut-être bien la Chine, mais peut-être aussi la Russie. Et donc, c'est des partages du monde qui sont assez importants à mettre en contexte. Et il y a eu une question qui était posée sur est-ce que les autochtones des pays développés sont dans la même situation que les autochtones des pays sous-développés ou en voie de développement. Ils sont à la fois dans la même situation au point de vue, disons, de la marginalisation, du sentiment d'être dépossédés, mais ils sont peut-être plus forts au plan de leur organisation et au plan de ce qu'ils obtiennent. Ça, il faudrait pondérer. Mais un des points particuliers que contestent les autochtones des pays développés est que, étant dans les pays développés, ils sont supposés être moins en demande, moins en besoin du soutien international qui se traduit par des fonds, notamment pour les faire voyager dans ces instances internationales. Et donc régulièrement, ils disent, mais on a besoin, nous aussi, de participer et comment on fait. On pourra y revenir si vous voulez. Après, j'ai travaillé beaucoup sur les questions aussi de patrimoine, les questions de territoire. Donc il y a un deuxième livre qui est très intéressant si vous vous intéressez à l'environnement. Ça devrait pouvoir aussi vous intéresser. Terre, territoire et ressources naturelles, les politiques, pratiques et droits des peuples autochtones, dans lequel on examine effectivement ce triptyque qui est au cœur de la déclaration. C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu tant de temps et un tel délai dans l'adoption de la déclaration, qui était effectivement qu'est-ce qu'on fait du territoire, sachant que le territoire
et, disons d'une manière principielle, reconnu comme le territoire étatique. Le droit international s'appuie sur deux principes, qui est le principe de la souveraineté politique des États et de l'intégrité territoriale. À partir de là vont se jouer toutes les questions de la décolonisation, décolonisation par indépendance et donc prise d'indépendance, qui est le cas de toutes les décolonisations, je dirais, des pays africains, des pays asiatiques, jusqu'à la dernière décolonisation qui a été celle de Timor-Leste, de l'Indonésie. Et puis, il y a des territoires qui restent sur la liste des territoires à décoloniser dans le comité des 24 Nations Unies. Parmi ces 24 territoires à décoloniser, il y a la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie occidentale essayent d'être inscrites parce qu'elles cherchent la décolonisation, mais l'Indonésie, qui fait partie de ce comité, bloque son inscription parce qu'elle serait mise en perte. Donc il y a des rapports de force à l'intérieur des Nations Unies. C'est un point important à avoir présent à l'esprit. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Je vous invite aussi à regarder peut-être le livre sur l'éducation, parce que l'éducation est un point central pour les peuples autochtones, avec un problème qui est, là encore ça a été posé, les politiques assimilationnistes, disons, qui ont prévalu du début du 19e siècle jusqu'à peu près la moitié du 20e siècle. On a commencé à changer sortir du paradigme assimilationniste dans les années 60. Et ces politiques assimilationnistes visaient, dans la foulée des pensionnats au Canada, à faire que tous les enfants autochtones soient éduqués et puis deviennent des citoyens de plein exercice. La pensée pouvait être éventuellement notable, mais les modalités par lesquelles ça s'est réalisé ont été effroyables, parce qu'il n'y avait pas d'accès à l'école, il y avait du racisme qui prévalait, il n'y avait pas les moyens, et puis surtout, on leur enseignait des choses qui étaient absolument sans rapport avec leur propre expérience de vie. Et donc là, il y a un problème qui s'est posé et qui est travaillé aujourd'hui par les autochtones eux-mêmes pour effectivement que leur savoir, leurs histoires, leurs connaissances, leurs pratiques rentrent dans les contenus de l'école. Et donc là, il y a tout un débat sur l'éducation qu'on n'aura probablement pas le temps de voir, mais que je vous invite à regarder. Après, j'ai fait tout un boulot aussi très intéressant sur c'est quoi les droits des peuples autochtones. Et donc, il y a un livre assez conséquent qui s'appelle la Déclaration, enfin, les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux sociétés locales. C'est un peu le fruit du travail de 6 ans que j'ai fait à travers le programme SOGIP que Barbara a eu la gentillesse d'évoquer, qui s'appelait Échelle de gouvernance, les Nations Unies, les États, les peuples autochtones, l'autodétermination au temps de la globalisation. Donc ça veut dire que quelque part, on se saisissait d'un problème qui arrive également dans les discussions. C'est quoi l'autodétermination quand on est tellement interdépendant, et il y a effectivement, je reviendrai après, au moins 2 déclinaisons, si ce n'est 3, de l'autodétermination. Et donc là, voilà, on donne les résultats de notre étude sur les droits à travers 10 pays sur 4 continents. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, allez-y. Et puis il y a le petit dernier qui s'appelle Échelle de gouvernance et droits des peuples autochtones, qui a été publié simultanément en anglais chez Routledge et qui se saisit effectivement de de ce package. Je m'arrête là pour passer donc à ces 2 questions qu'on va aborder dans le cadre de ce séminaire. Comment se déploient finalement les mécanismes internationaux à propos des savoirs autochtones. Et donc il y a une longue route finalement qui va vers la reconnaissance des droits des peuples autochtones et qui va venir à un moment donné croiser et marquer la route de la mobilisation des savoirs autochtones, qui à l'époque était nommé aussi savoir traditionnel. Il y a eu une requalification au moment où on a commencé à identifier cette particularité que sont les peuples autochtones. Et puis, donc, on va travailler, enfin, je vais vous présenter rapidement l'institutionnalisation des questions autochtones, et puis les problèmes de la spécialisation, et puis les articulations nécessaires. On verra ça au fur et à mesure. Ce n'est pas un plan que je vous donne là, c'est des idées qui vont traverser la présentation. Et puis, il y a l'autre point qui est important, c'est de voir en parallèle le déploiement de l'activisme autochtone dans l'agenda planétaire. Et ça, c'est formidable, parce que pendant très longtemps, on voyait les autochtones comme enfermés dans des contextes spécifiques, le monde des communautés, par exemple, et on les voit intervenir dans des espaces que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas, qui sont extraordinairement complexes, tout à fait lointains de leur propre réalité, et cependant leur participation, leur entrée et leur articulation à l'intérieur de ces espaces est très importante. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui,
que a été reconnue la Déclaration des droits des peuples autochtones, donc il leur reconnaît le droit à l'autodétermination et puis tout un ensemble de droits. Les autochtones maintenant disent plus jamais rien sur nous sans nous. Et donc c'est ça aussi l'exigence de la participation. Vous n'allez plus travailler sur nous sans notre avis. Ça va jusque dans les problèmes que les anthropologues peuvent rencontrer sur leur terrain, avec nécessité de présenter ces objets d'enquête, les questions qui vont être posées, l'intérêt que ça peut représenter pour la communauté, d'en discuter les sujets, etc. Et d'une certaine manière, alors que ce n'était pas un enjeu fort comme ça l'est aujourd'hui en Australie ou au Canada en particulier, mais en Amérique latine, ça l'est pas beaucoup, ça commence à l'être. Et j'ai été un peu précurseur de cette pensée-là, de ce que les autochtones doivent avoir à dire quelque chose sur la manière dont on écrit sur eux. Lorsque j'ai publié ma thèse, d'abord, avant de soutenir ma thèse, j'ai été la présenter au Maïrouna pour leur donner une orientation et savoir un peu ce qu'ils en pensaient. C'est extraordinairement compliqué que de discuter d'une thèse de 1000 pages, parce que c'était 1000 pages, avec en langue espagnole et maïhunki, qui n'ont pas toujours les concepts adaptés. Donc là, vraiment, j'étais confrontée d'emblée à cette manière-là de dire. Et à un moment donné, quand je parle de rituel, on me disait, bon, c'est très bien, la comadre, mais c'est quoi un rituel quoi Nous, et j'expliquais, en fait, c'est le terme qu'ils emploient, c'est le terme qui est communément admis pour fête. Donc, Minir Hasogono, la fête de boisson, etc. Donc là, ils ont commencé à comprendre. Or, un rituel n'est pas nécessairement une fête. Donc, il y a des questions d'adaptation. Voilà, donc j'ai discuté avec eux. Après, j'ai publié en espagnol, de manière à ce que ceux ils n'étaient pas alphabétisés à mon époque, mais je faisais le pari qu'ils le seraient. Et donc, depuis 2014, il y a plus de Maïrouna qui sont capables de discuter. Ils ont maintenant ma thèse en espagnol, ils se l'approprient et ils la discutent. Ce qui me met dans une situation particulière d'être en quelque sorte les garants de leur culture. Parce que j'ai écrit, parce que c'est déposé, parce que ça circule. L'écrit a un poids que l'oral n'a pas toujours. Donc, il faut être très, très attentif à cela. Et puis, voilà, on voit apparaître les autochtones très fortement à partir du sommet de la Terre sur le développement durable. En 1992, il y a vraiment une émergence dans la scène internationale publique, aussi au moment où la société civile est reconnue comme devant rentrer en dialogue avec les États. Et dans la société civile, vous avez plusieurs groupes qui représentent la société civile. Vous avez les femmes, les jeunes, les autorités locales et municipales, les syndicats, le business, j'en oublie un peu, les paysans, les autochtones. Et donc, on est là dans ces 7 groupes qui constituent la société civile. Alors, vous me direz, évidemment, les femmes, elles peuvent être aussi autochtones. Oui, les autochtones peuvent être aussi syndiqués. Oui, ils peuvent être aussi syndiqués. Mais ce sont des lignes de représentation qui correspondent également à des besoins spécifiques qui font écho à des problématiques de gouvernance internationale. Et donc, quelque part, je suis passée donc à Rio+. À Rio 92, c'était les autochtones font émerger le concept de la terre-mère et apparaissent comme les gardiens de la terre, les gardiens de la nature. C'est quelque part, il y a quelqu'un d'entre vous qui a posé cette question-là. C'était en 92 déjà. Ils étaient en particulier en avance sur la société civile en général par rapport à ces enjeux de développement et plus encore sur les questions de changement climatique. Je vous rappelle simplement, je vous indique simplement que la coordination, la conférence Inuit circumpolaire, qui est la première organisation transnationale qui est créée dans les mondes autochtones en 1977, a été créée donc sur États-Unis, Alaska, Canada, Groenland et une partie de la Russie qui appartient au monde arctique. Et ils ont fait émerger la problématique du réchauffement climatique avec la fonte des glaces, la fonte des neiges, etc. Alors que nous, dans notre côté anthropologue, moi je faisais mes études à ce moment-là, j'apprenais le fait que les Inuits perdaient du vocabulaire. Parce qu'ils avaient 50 mots pour dire la neige et il y en avait maintenant plus que peut-être 42, maintenant ça doit être peut-être 10 à cause de l'accélération des changements climatiques. Mais il n'y avait pas encore le lien, on ne faisait pas encore le lien en anthropologie avec ces grands objets. Donc on est passé donc de Rio 92 à Rio 2012,
où c'est un texte international qui s'appelait The Future We Want, l'avenir que nous voulons, à l'intérieur duquel les autochtones ont été très proactifs. J'ai participé à ces réunions, j'ai vu comment ils s'organisaient, de manière les grandes conférences internationales sont assez compliquées à suivre, et c'est principalement des négociations avec les États. Et là, donc, toute la problématique, c'est qu'ils n'étaient pas à la table des négociations. Et donc, il fallait faire une espèce de lobbying pour que des États amis, des organisations amies, introduisent leurs problématiques et qu'ils aient un mot à dire sur l'avenir qu'ils souhaiteraient dans un avenir autodéterminé. On pourra y revenir si vous voulez. Et donc, du coup, on passe d'une position qui est effectivement quelque chose de problématique, mais intéressant à suivre, d'une position de les autochtones marginalisés, victimes, deviennent des acteurs politiques, et progressivement, les problématiques qu'ils portent sont intégrées dans la sphère onusienne, au point d'avoir des points d'articulation sur tous les différents espaces de la gouvernance internationale. Donc les questions d'éducation, ils ont des choses à dire. Les questions de territoire, ils ont des choses à dire. Les questions de l'avenir des forêts, ils ont des choses à dire. L'avenir des océans, ils ont des choses à dire. Et jusqu'à ces dernières années, ça commence à changer à partir de la déclaration. Ils n'étaient pas consultés. Leurs paroles ne rentraient pas dans les canaux qui sont assez compliqués. Donc, quand on parle de peuples autochtones, on parle de peuples qui sont représentés dans l'ensemble de la planète, du globe, dans 90 États, mais tous les continents sont concernés. Et donc, il n'y a pas de recensement à l'échelle nationale en France, vous le savez, il n'y a pas de statistiques ethniques, je réponds aussi à une autre des questions, mais il n'y a pas non plus de recensement des autochtones à l'échelle globale. Pourquoi? Parce que d'abord, ça demanderait des moyens extraordinaires pour pouvoir les réaliser, et d'autre part, il y a des variations dans les catégories. Donc, selon que la catégorie peuple autochtone ou tel nom de peuple est introduite, les personnes vont pouvoir s'identifier et répondre oui, on est autochtone. Mais si la catégorie n'est pas ouverte, eh bien, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et il y a toute une variation, on peut vraiment discuter sur la manière dont les recensements sont faits, mais toujours est-il, juste pour vous donner un clin d'œil, au moment où la catégorie peuple autochtone a été ouverte, donc Pueblos Indígenas, dans le recensement au Chili, c'était il y a une dizaine d'années, le peuple mapuche, que l'on considérait d'une manière générale comme étant en voie de disparition, est apparu comme représentant plus d'1 million de personnes que l'on croyait avoir, qui avaient été effacées. Donc toute la problématique, au fond, c'est cette question de l'invisibilisation, à part le racisme et la marginalisation et la spoliation territoriale, c'est aussi l'invisibilisation dans les champs de la pensée. Et donc, je vous ai rassemblé là, sur cette même carte, la problématique qui est que les peuples autochtones sont eux-mêmes représentants de l'immense majorité de la diversité culturelle du monde. Et par conséquent, ils se disent protecteurs de l'immense majorité de la diversité biologique du monde, conservateurs de la biodiversité par leurs propres pratiques. Mais évidemment, il n'y a pas 5 000 ou 6 000 autochtones qui sont représentants chacun des différents peuples, etc. Donc il y a un processus d'agrégation, de formation, d'organisation qui, lui, en soi aussi, mérite d'être examiné et étudié. Dans certains cas, vous avez des organisations nationales. Aujourd'hui, par exemple, Articulação da Povos Indígenas do Brasil fait la représentation nationale des peuples autochtones du Brésil pour discuter ou pour s'opposer à Bolsonaro. Il existe aussi une association nationale en Colombie, mais il n'y en a pas vraiment au Pérou, il n'y en a pas partout, vous voyez. Donc, c'est assez un point important à avoir à l'esprit. Il n'y a pas de définition substantielle des peuples autochtones parce que, justement, il s'agit de catégories qu'il faut sortir des représentations souvent raciales et racistes et racisées. Et invisibiliser. Je vous donne un exemple. Les Maïhouna, quand je suis allée les voir pour mon premier terrain en 79, j'avais 25 ans, c'était les orejones. J'allais voir des orejones. C'est comme ça qu'il y avait eu une trace dans la littérature qui les marquait orejones parce qu'ils portaient les grands ornements d'oreilles et par conséquent on les désignait par cet attribut-là. Ou alors ils étaient appelés Koto du nom du singe hurleur parce qu'avant ils étaient nus avec des peintures rouges, donc du roucou, et le poil fauve du singe hurleur les faisait apparaître à ça. Donc on les traitait comme des singes, donc c'est des exonymes qui ne correspondaient pas à leur propre
ethnonyme ou autodéfinition. Et donc, il y a tout un jeu de tension entre la manière dont dont on se nomme soi-même, la manière dont on rentre dans la connaissance politique. Hein. Alors, c'est l'université, c'est les explorateurs, c'est les jésuites, c'est les religieux, etc., qui vont laisser des traces. La manière dont l'État va identifier, par exemple, je prends un autre exemple, au Pérou, l'État va distinguer les peuples autochtones selon qu'ils sont des communautés paysannes dans les Andes, qui concernent principalement les Aymara, les Quichua, et puis, ou des communautés natives, comunidades nativas, dans les Basses-Terres. Voyez, et il va appliquer des lignes politiques, des traitements politiques différenciés selon l'un ou selon l'autre. Voilà. Je passe un peu vite parce que sinon on pourrait passer des heures sur ces questions-là. Mais ce qui est important, c'est que ce qui prévaut, c'est pas de dire les autochtones obéissent à tel et tel critère, tel et tel mode de catégorisation qui est susceptible d'être non juste pour la totalité, que de comprendre les faisceaux par un faisceau de critères, comment ils en sont arrivés à être peuple autochtone. On ne naît pas peuple autochtone, on est autochtone parce qu'il y a ce processus vis-à-vis des États qui ont marginalisé. A priori, on peut naître dans des institutions souveraines, dans un État souverain, mais la colonisation a fait que le peuple a été dépossédé de son gouvernement, de ses autorités, de ses droits à être. Donc, cette règle donc, de l'autodéfinition est très importante et visait justement à émerger. C'est comme ça qu'on est passé, dans les années 70, on reconnaissait qu'il y avait 35 peuples, 35 États qui connaissaient des peuples autochtones. Maintenant, on en est à 90, parce qu'il y a ce mouvement comme ça d'identification, d'autodéfinition qui veut dire « je me sens autochtone, vous me reconnaissez comme autochtone ». Par exemple, si je vais voir un Maasai, par exemple, et que je lui dis, moi, je suis Maasai, hein, il va me dire, non, je ne te reconnais pas comme Maasai, quoi. Et donc, du coup, je ne peux pas clamer une appartenance qui ne correspondrait pas à des modalités. Donc ça, c'est un point important à avoir à l'esprit. Donc l'enjeu des noms est important et on observe aujourd'hui la transformation de tout un ensemble onomastique, hein, la manière dont on nommait les peuples autochtones et dans la manière par laquelle ils se nomment aujourd'hui. Je pense que c'est un travail très important à faire, dont on a un peu la responsabilité, que de montrer cette immense diversité. Donc je peux parler vraiment des peuples autochtones et accoler cette histoire-là avec l'immense diversité qui est portée par la diversité des langues, par la diversité des pratiques culturelles, par la diversité des territoires, par la diversité des noms, etc. Et en revanche, on a du mal dans nos mondes qui travaillons un peu de manière centralisée, monomaniaque d'une certaine manière. On est très, très dans l'unité. On a beaucoup de mal à penser le pluriel. Alors, un autre point qui est présent dans cette diapo, qui est intéressante, c'est que le secteur des droits humains qui a commencé à héberger les autochtones dans leurs revendications est organisé autour de 5 blocs d'États que je nomme là, l'Afrique, l'Amérique du Sud et Caraïbes, l'Asie, et puis vous voyez l'Europe de l'Ouest et Premier Monde et l'Europe de l'Est et ex-URSS. Vous voyez clairement, là, c'est les effets de la guerre froide, et évidemment, quand on se reporte aussi aux outils de droits humains qui existent, le pacte international sur les droits civiques et politiques, le pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels, d'où est tiré l'article 3 de la déclaration que je vous lirai après, eh bien, c'est des héritages de la guerre froide et il y a eu des oppositions très fortes entre les deux blocs. Donc, dans le bloc Europe de l'Ouest et Premier Monde, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Et puis dans l'Europe de l'Est, vous avez donc l'ex-URSS, tous les États, disons, de la Transcaucasie, que vous retrouvez à gauche. Les autochtones ont dit on ne se retrouve pas, nous, dans ces blocs d'États, qui sont des interlocuteurs. Hein. Donc on ne se retrouve pas. Ils ont fait émerger 2 catégories qui sont extrêmement importantes, qui sont l'Arctique, donc la région arctique qui représente une réalité autochtone qui n'est pas représentée par... bon, il y a un conseil arctique, mais il n'a pas de présence à l'intérieur des Nations Unies comme tel dans ce secteur-là. Et puis l'Océanie-Pacifique, qui n'existait pas en tant que telle. Donc là, maintenant, il y a une catégorie Océanie-Pacifique qui permet à la fois de représentation par les États et par les autochtones à l'intérieur de l'instance permanente sur les questions autochtones. Et puis, vous voyez apparaître effectivement aussi l'Europe centrale et orientale, l'Asie centrale, Transcaucasie, Fédération de Russie, hors Arctique. C'est cette explosion, finalement, de la catégorie Europe de l'Est et ex-URSS qui vise à affiner pleinement. Alors, on appelle ça des régions socioculturelles. Évidemment, l'homogénéité de ces régions-là n'est pas donnée, elle n'existe pas. Il y a vraiment énormément de variations. Mais on est dans des grands blocs. Hein. Et vous voyez qu'en Europe, il existe un peuple autochtone reconnu, qui sont les Samis, qui vivent sur la Norvège, la Suède, la Finlande et une petite partie de
de la péninsule de Riga, russe, et qui sont donc des peuples européens, scandinaves, et eux, ils appartiennent au bloc arctique. Donc vous voyez que quelque part, on ne reconnaît pas de peuples autochtones dans l'ensemble du monde européen, ce qu'on appellera occidental particulièrement. Et donc il y avait une question sur les Corses, les Basques, les Bretons, etc., qui font que ils relèvent d'autres problématiques sur lesquelles je reviendrai en discussion. Certains de leurs représentants sont venus, non pas les Corses, mais les Bretons et les Basques, sont venus aux Nations Unies pour voir s'ils pouvaient trouver dans les Nations Unies un soutien à leurs revendications, notamment qui sont d'ordre culturel, linguistique, plutôt que territorial, comme sont les autres revendications. Alors évidemment, après, il y a tout un ensemble de points tout à fait intéressants à étudier. J'ai un chapitre qui va sortir sur ces questions-là très prochainement en espagnol, sur autodétermination, autonomie, autogouvernement, comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre dans des contextes de rapports de force existants. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, en fait, on a 3 phases. On va voir comme ça, il y a la phase qui est l'agenda du développement, hein, qui occupe l'international depuis le milieu des années 60. Et jusque dans les années 90, on voit que les savoirs autochtones, là je me recentre un peu sur les savoirs autochtones, sont appréhendés pour leur intérêt comme moyen de développement. Et ça concerne surtout les populations pauvres et marginalisées du Sud global. Et puis progressivement, on va arriver à la deuxième phase, qui est l'agenda de la biodiversité, qui va venir également transformer l'agenda du développement proprement dit. Il y a énormément de choses sur les questions de développement. J'ai aussi publié un article sur peuple autochtone et développement, dans lequel effectivement il y a un problème de qu'est-ce que développement veut dire. Est-ce que c'est toujours le progrès qui contient? Mais là, surtout, ce qui apparaît, c'est les problèmes de développement durable viennent de pair avec la question de la conservation de la biodiversité. Ça naît tout cela du sommet de la Terre à Rio en 92. Et c'est à ce moment-là aussi que la nature émerge comme un problème public qui va venir cliver dans un premier temps les défenseurs des causes autochtones et les défenseurs des causes environnementales. D'un côté, on a les conservationnistes et de l'autre côté, on a les humanistes. Et cette tension a été dénoncée régulièrement par les autochtones et continue maintenant d'être dénoncée. Je vais répondre à une autre des questions là, qui a été posée à propos de l'agenda 2030, où 30% de la planète doit être protégée pour les aires, pour la conservation de la nature. Et aujourd'hui, vous avez une organisation de soutien au peuple autochtone qui s'appelle Survival International, qui est en train de lancer une campagne parce qu'elle craignent que ces 30% soient pris sur les territoires autochtones. Ça renvoie à un autre problème qui est traité maintenant par l'IUCN, et on viendra sur ce point-là à la fin de l'exposé, où les conservationnistes ont commencé à s'ouvrir aux causes des peuples autochtones et considérer que ce ne sont pas des encroachers, des gens qui vont utiliser à mauvais escient la nature conservée, mais qui sont des garants de la possibilité de conserver la biodiversité selon leurs propres pratiques. Et donc là, on a tout un changement qui est important à avoir présent à l'esprit et qui aboutit à un agenda transformé donc, par la participation des peuples autochtones, donc, qui a commencé vraiment à s'accélérer à partir des années 2000 et qui va vraiment de pair avec la reconnaissance de leurs droits. Et si vous regardez un petit peu, si vous examinez les différentes conventions internationales et puis surtout les arrière-plans de ces conventions, comment ça se passe, les négociations et tout ça, et que vous travaillez sur les textes, les discours internationaux, les textes internationaux, il y a une question qui portait sur ça aussi, vous vous apercevez que un des points préoccupants des autochtones, c'est que souvent quand on arrive dans une conférence internationale, du type même COP21, COP26, etc., il y a déjà des textes qui ont été élaborés, qui peuvent faire 100, 200, 400 pages selon ça, et puis qui vont être l'objet de négociations, et donc les États vont négocier sur un certain nombre de points, et les autochtones, n'étant pas partie prenante des négociations, doivent faire passer leur opinion d'une certaine manière. Donc tout le problème, c'est comment ils sont pris en considération, à quel moment ils s'expriment, et par quelle voie. Et on s'aperçoit que là, il y a
des progrès aussi qui sont faits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'il y a clairement un rapprochement entre les défenseurs, dans les défenseurs de droits humains, entre les causes environnementales et les causes autochtones. Et c'est pas non plus neutre, hein, c'est parce que les causes autochtones s'appuient sur la question du territoire et les causes environnementales ont cette problématique du territoire au centre. Et pourquoi on s'aperçoit qu'il y a un vrai rapprochement qui existe? C'est parce que ces défenseurs de droits humains, l'objet d'assassinats ciblés parce qu'ils sont ou défenseurs des causes environnementales ou écologiques. Et vous avez plein d'assassinats qui sont régulièrement reportés en Colombie, au Honduras, aux Philippines et ailleurs. Donc, et puis, bon, vous avez des organes qui le font. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on passe dans ces trois phases, finalement, on voit qu'on passe de la statut de victime du développement. Ça ne veut pas dire qu'on change complètement de statut, mais on passe de statut de victime du développement à porte-parole de préoccupation, à acteur politique, et donc de témoin à représentant. Et ça, c'est un point très important à avoir présent à l'esprit. Et en gros, on se pose la question de ce que moi je me pose la question de ce que la machine internationale fait au mouvement autochtone. Et c'est pour cette raison-là que j'ai mobilisé cette notion d'espace patriciel. Il y avait une question qui portait sur ce point-là. C'est que je considère que dans les formes de représentation et les formes de participation autochtone, il y a eu comme un laboratoire au sein des Nations Unies qui a été le groupe de travail sur les populations autochtones qui a existé entre 1982 et 2006, dans lequel les autochtones ont rodé les conditions de leur participation en tant qu'individus, en tant que porte-voix, en tant que représentants d'organisations et surtout pour former des positions susceptibles de pouvoir passer à l'intérieur de ces ensembles de prises de parole. Sachant que dans des réunions qui sont très longues, 15 jours de réunion, c'est quand même assez long, où il y a 1500 personnes qui ont tous vocation à vouloir participer, ils ont la parole pour 2 minutes, pour 3 minutes. Et donc, du coup, c'est extraordinairement frustrant que de faire 7000 km pour arriver à prononcer quelque chose de 2 minutes qui va devenir 3 mots dans un rapport. Donc, il y a tout ce processus-là qui les a amenés à forger des caucus, des assemblées par région, de manière à pouvoir au moins avoir cette prise de parole collective qui, elle, peut avoir au moins 5 minutes pour s'exprimer. Et évidemment, tout ceci fait qu'il faut revenir régulièrement et que c'est dans le temps que se jugent un petit peu des transformations. Donc, l'agenda du développement, c'est ce point-là que je m'appuie beaucoup sur l'article de Haroun Agrawal parce que il montre comment cette question des savoirs autochtones a été portée par différentes institutions, dont l'UNESCO, mais a été aussi redécouvert. Enfin, on redécouvre à cette occasion les savoirs des anthropologues, qui sont des savoirs plutôt contextualisés, plutôt précis, sur des sociétés particulières. Et, et donc, cette notion, disons, de savoir autochtone va avoir effectivement une relation avec la conservation de la nature et on va commencer à construire une cause, savoir autochtone, puisque les autochtones sont proches de la nature, alors que le monde occidental développé, hégémonique, capitaliste, tout ce que vous souhaitez comme terme, s'est éloigné de la nature, a fait cette rupture avec la nature, considérée comme un espace sur lequel on peut intervenir pour la mettre au service des humains. Et donc là, on a une perspective, disons, de revalorisation des savoirs autochtones, mais qui vont de pair avec cette notion de savoirs locaux et de savoirs subalternes. Et donc là, il y a énormément de développement aussi sur cette question des savoirs subalternes, la subalternité. Je vous rappelle notamment le livre de Gayatri Spivak, Est-ce que les subalternes peuvent-elles parler? Et là, c'était à propos des femmes. Et je pense que la question à laquelle j'ai répondu sous l'angle de les autochtones en tant que subalternes peuvent-ils parler? Oui, ils parlent et ils forment une voix collective, une voix commune. Évidemment, cette voix commune, elle est traversée de milliers d'accents différents et de variations différentes. Mais je prends le terme de voix au sens de Bakhtin. Bon, bref, on est à ce moment-là de cette émergence des savoirs autochtones. On est dans la décennie des droits humains. On a une critique là des modèles hégémoniques et qui se renforce en particulier à la fin de la guerre froide, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de divisions dans la guerre froide sur lesquelles je ne vais pas revenir et qui ont concerné les autochtones, notamment la question de savoir si ce qui était prioritaire, c'était la réforme agraire ou l'identité autochtone. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Et on voit surtout apparaître au fil des années finalement une distinction entre autochtones et non autochtones. Hein.
Et donc, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, le but général de cette réflexion sur les savoirs autochtones, c'est de lutter contre les pressions qui sapent leurs conditions d'existence. Ça, c'est un but général assez appréciable, mais c'est un but qui rencontre ses limites, puisqu'il s'agit d'exploiter ces savoirs dans les politiques de développement, parce que ces politiques ont du mal à assurer leurs objectifs, malgré tout le dispositif qui est mis en place, malgré tout l'argent qui circule. Ben, finalement, le développement, les politiques de coopération pour le développement n'arrivent pas à grand-chose, et notamment ne sortent pas de la pauvreté, voire éventuellement créent de la pauvreté supplémentaire avec des déplacements de population vers les villes, par exemple, des abandons de culture, des substitutions de culture qui vont paupériser les populations. Donc c'est par exemple le cas lorsque au nom du développement, on va développer de la monoculture de rente, que ce soit de l'huile de palme, du café ou du soja. Ça a pour objectif de créer de revenus à un certain nombre d'entrepreneurs, souvent grands, parfois petits, mais c'est sur des terres qui sont prises aux autochtones, avec l'idée que les autochtones ne savent pas rendre la valeur à la terre, ne savent pas valoriser la terre. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ils disent mais c'est quoi la valeur? Il y a toute une question sur cette question de la valeur, au fond. Comment est-ce qu'on estime la valeur? Est-ce qu'on la compte en quintal de blé, ou est-ce qu'on la compte en valeur spirituelle? Est-ce qu'on la compte en capacité de soutenir l'autonomie et la vie d'une population, ou est-ce qu'on la compte en revenu per capita? Donc, il y a tous ces problèmes-là qui donc va poser à un moment donné la question de, quand on identifie les savoirs autochtones, c'est selon quels critères? Et donc, on a là, effectivement, quand on travaille sur les critères, et notamment à Grawal, il s'intéresse beaucoup à la manière dont sont fabriquées des bases de données, il va se poser la question, et je trouve importante, que le développement et les critères qui le soutiennent s'opèrent selon les principes de l'Occident. Et ça sert plutôt disons, à l'expansion de l'Occident. Donc on a toutes ces catégories qui sont développées versus autres, mais qui nourrissent une réflexion chez les peuples autochtones sur la nécessité de concevoir un développement autodéterminé. Donc ça, ils l'avaient depuis très longtemps. Nous, on sait comment vivre, on est des peuples résilients, on s'est adaptés depuis des milliers d'années. Donc votre développement, ça vise à nous transformer, à nous paupériser. Nous souhaitons un développement autodéterminé. Il y a un bouquin très intéressant qui a été fait par une ancienne rapporteure sur les droits humains, qui s'appelle Victoria Tauli-Corpus, et ses collègues, que vous pourriez consulter si ça vous intéresse. Donc, dans la déclaration qui circule peut-être là dans la salle, vous avez un article qui est formidable et qui est absolument essentiel, qui est le cœur de toute la déclaration. C'est cet article 3 qui dit « Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Très important. Et cet article-là, il est copie conforme de l'article 1 commun au pacte civil sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, sauf que cet article-là, de ces deux pactes internationaux, qui sont des piliers du droit international, ne comprenait pas le mot autochtone. Et donc il a fallu 25 ans pour pouvoir considérer que les peuples autochtones pouvaient se qualifier comme tels. Et avec cette qualification, il y a eu tout un débat sur le fait qu'au fond, de même qu'il n'y a pas de définition de peuple autochtone, mais vous n'avez pas non plus de définition de peuple en droit international. Et ça, c'est important à avoir présent à l'esprit. Parce que quand on demande à qualifier précisément les peuples autochtones, est-ce que vous pouvez vous qualifier en quelques termes ce qu'est un peuple français ou un peuple, je ne sais pas, australien ou autre? C'est très compliqué. Quels seraient les critères de votre qualification si vous enlevez le critère de l'État et de la citoyenneté étatique? Donc ça, c'est des points importants. Donc on pourra revenir sur cette discussion. Et donc l'autre but, c'est d'identifier donc les savoirs spécifiques pour les généraliser. L'intérêt aussi, c'est ça, c'est que les anthropologues ont mis en évidence un certain nombre de choses, et les autochtones aussi, d'ailleurs, ils mettent en évidence un certain nombre de savoirs, mais le problème, c'est l'articulation entre savoir autochtone et science. Et donc, d'une certaine manière, pour profiter des savoirs autochtones, les mettre au service du développement durable comme un apport au savoir mondial. Donc, il y avait l'idée qu'on avait la science, l'universitas, qui était constitutive, et puis la culture, etc., constitutive du savoir mondial, et on veut effectivement incorporer ces autochtones dans le savoir mondial. Ça pose effectivement, à la fois c'est important, puisqu'ils font partie de l'humanité, ils font partie du savoir mondial, mais en même temps, les conditions de leur intégration posent question. Et vous avez aussi toute une réflexion tout à fait intéressante d'une femme qui s'appelle Linda, une Maori qui s'appelle Linda Tuhiwai Smith,
qui pose la question de la science et du développement et de la colonisation à travers la science, et qui commence son livre sur décoloniser la recherche par ces mots terribles. Je ne connais pas de mot plus horrible, je crois, ou plus malsain que celui de science. Hein. Et à partir de là, elle développe beaucoup de choses. Pourquoi elle dit ça? En particulier parce que les autochtones, mais là elle parle plutôt des Maoris, et ont été des objets de science. Hein. On a prélevé du sang, des particules de ceci, des particules de cela, sans leur consentement, sans leur dire à quoi ça allait servir, pour nourrir effectivement une connaissance je sais pas, le patrimoine génétique de l'humanité, par exemple. Ils ne sont pas forcément opposés à ça. Simplement, ils voudraient être informés de ce qui est fait et que ça puisse leur revenir en termes de bénéfices. Euh, donc, toutes ces politiques de développement sont soutenues par la Banque mondiale, hein, et puis par les banques asiatiques, les banques interaméricaines, etc., de développement. Et ça va donner, c'est critiqué, hein, de plus en plus de différents côtés, mais ça va donner naissance en 90 à ce concept de développement avec identité et culture. Qui veut dire qu'on va faire un petit peu plus attention. Hein. Tous les humains ne sont pas dignes d'être développés de la même manière. C'est pas la même chose. On est bien tous humains, mais on peut avoir des différences. Ça, c'est assez important. Et puis, les savoirs autochtones mobilisent à ce moment-là l'UNESCO, le PNUD. Je vais être obligée d'accélérer un petit peu, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit évoluer les politiques en question avec progressivement des recentrages. Donc, par exemple, dans les années 2000, l'UNESCO va se concentrer sur l'éradication de la pauvreté et l'édification d'une société du savoir. Cette société du savoir, ça concerne la totalité du globe. Mais ça veut dire quoi? L'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Et en fait, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ça donne, par exemple, lieu à toute cette marchandisation du savoir dont on ne parlait pas il y a 25 ans, et qui accompagne aussi tout cet ensemble, disons, de nouvelles technologies qui vont transformer les modes de transmission des savoirs. Et donc, il faut à la fois renforcer la question de la transmission des savoirs traditionnels au sein des communautés locales. Donc, elle va développer des programmes en essayant de garder le lien entre les aînés et les jeunes. Ils sont conscients, l'école formelle a coupé les liens entre les aînés et les jeunes. Les jeunes vont à l'école, ils parlent une autre langue que les aînés. Ils considèrent que les aînés sont du passé, eux, ils sont des modernes, etc. Donc il y a vraiment des tensions liées à l'école. Et donc, ça va amener effectivement à évaluer tous les systèmes éducatifs avec énormément de développement, dont un développement qui aboutit à la création de la plateforme et des conférences qui vont avec. C'est l'éducation pour tous, à l'intérieur de laquelle les autochtones se présentent aussi, mais qui a aussi donné lieu à des développements intéressants en Amérique latine, plus que dans d'autres continents, sur l'éducation culturelle, interculturelle bilingue. Euh, Parce que quand on est dans une langue, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on travaille en 2, 3 langues et que ça incorpore notamment dans la transmission les langues maternelles. Euh, donc, bon, tout cela se produit en même temps que se négocie la déclaration sur les droits des peuples autochtones, avec la participation des peuples autochtones, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est important, c'est la reconnaissance de ce droit à l'autodétermination qui va à un moment donné poser la nécessité de la consultation des peuples autochtones pour toutes les affaires qui les concernent et la nécessité d'obtenir leur consentement libre, préalable et informé. Alors, sous ceci, et ça va me permettre de répondre à une des questions qui était posée sur le côté comment est-ce qu'on peut faire appliquer des choses, comment est-ce que les textes internationaux s'appliquent sur les terrains locaux et quelles compétences des États. Vous avez un cas très particulier qui est la Convention 169 de l'OIT, qui est une convention tripartite avec des représentants des États, de la société civile sous forme de syndicats et du patronat, et qui a élaboré en 1989 la Convention sur les peuples autochtones et tribaux, qui a été ratifiée par 22 pays, dont 17 sud-américains. Donc ça vous montre effectivement la manière dont les Sud-Américains, les pays sud- et centra-américains sont beaucoup plus mobilisés sur les questions autochtones que la Nord-Amérique, que la France qui ne veut pas signer la Convention 169, ou que le reste du monde. En Asie, c'est le Népal qui a signé, dans le Pacifique, c'est Fidji, et en Europe, vous avez le Luxembourg, l'Espagne, les Pays-Bas et la Norvège.
Donc vous voyez des écarts. Et pourquoi c'est important que de prendre en considération ces écarts-là et cette convention? C'est parce qu'elle prévoit explicitement l'obligation de consultation à des fins d'obtenir le consentement. Et comme les pays qui ont ratifié la Convention doivent la respecter, la mettre en œuvre, ils vont rendre compte devant le Comité des droits humains de Genève sur la Convention 169 voilà, de la marge, des écarts, de la violation, des non-respects, et par cette voie-là, amener les États à réformer des politiques qui pourraient leur être dommageables. C'est un des exemples. Dans le bouquin Échelle de gouvernance et droits des peuples autochtones, vous pourriez lire donc un autre chapitre qui a été rédigé par Verónica González, qui travaille dans SOGIP, et qui montre comment au Mexique, le PNUD, donc Programme des Nations Unies sur le développement, a été la voie d'intégration des questions autochtones à l'intérieur des mécanismes mexicains, qui étaient par ailleurs déjà construits sous l'angle de l'indigénisme avec des politiques déjà très soutenues. Je suis désolée, je passe très vite, je vous donne beaucoup de matériel, mais je pense que ça devrait pouvoir vous faire réfléchir. Et donc, la capture des savoirs locaux et autochtones pour leur mise, pour qu'ils soient mis au service du développement, peut-être aussi au service d'autres objectifs moins reconnus, comme par exemple la biopiraterie, les industries pharmaceutiques qui vont s'approprier des savoirs médicinaux et des plantes médicinales. Tout ça, ça va s'appuyer sur une entreprise de collecte et d'enregistrement. Et là, il va y avoir un problème. Quand on construit des bases de données, donc on va collecter les savoirs, c'est vraiment quelque chose qui se fait aujourd'hui sous nos yeux à travers la plateforme IPBES, International Platform on Biological Economic Services, où participent les peuples autochtones aussi. Et comme le GIEC aussi, c'est pareil, ils font des rapports, ils consultent toutes les publications, ils rassemblent tout ce qui est, voilà, qui permet effectivement de produire leur réflexion. Et donc, il y a quelque part, là, à ce moment-là de la saisie, avant la rentrée dans la base de données proprement dite, qui elle aussi obéit à des critères et à des modalités propres, il y a des contradictions épistémologiques entre identification des savoirs spécifiques et modalité d'une conservation ex situ. Donc pas sur le site, pas dans les modes de vie des autochtones, pas dans leur reproduction, mais dans une bibliothèque, dans une base de données et ailleurs. Et donc, la question, c'est effectivement qu'elles s'appuient, et ils auront toute logique de le faire, en s'appuyant sur les savoirs publiés. Ils ne vont pas voler des savoirs, mais ils ont déjà été publiés. Mais comme ils ont déjà été publiés, ces savoirs deviennent publics, et ces savoirs devenus publics peuvent être légèrement transformés pour faire de l'innovation qui va permettre de faire du brevetage et du patentage, et donc rentrer dans la problématique de la propriété intellectuelle. Et là encore, les autochtones sont parfaitement conscients de cette affaire-là. Et depuis 2000 à peu près, ils ont exigé de participer d'une plateforme qui s'appelle le Comité sur la protection des savoirs locaux, ressources génétiques et expressions culturelles. Et donc, le problème là, pour dire que c'est entièrement politique, c'est très politique cette question-là, c'est que l'on voit les savoirs locaux venir au secours du développement pour des politiques de développement qui sont conçues à l'échelle du globe et dans des cercles qui sont déconnectés des réalités de terrain. Donc on a vraiment ce problème de la déconnexion et de cette, comme il est très très intéressant, cet article que je vous invite à lire parce que là, malheureusement, je vais aller trop vite. Mais en gros, il faut identifier les savoirs qui sont produits par des contextes locaux et des contextes informationnels linguistiquement marqués pour parvenir à des généralisations permettant de pouvoir les porter, les mettre à disposition de politiques communes plus globales, etc. Cette généralisation, elle va s'appuyer sur différents mécanismes, probablement sur le passage par une langue unique qui sera l'anglais, et ça va vraiment poser, disons, énormément de problèmes, notamment, je pense, aux anthropologues. Et donc, la question d'avoir la protection des savoirs autochtones par la base de données n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à protéger. Et j'ai récemment une doctorante qui a soutenu sa thèse brillamment à propos du Pérou, qui a montré que par la base de données construite au Pérou, l'identification des savoirs, des plantes médicinales et des savoirs sur médicaux et de soins,
le Pérou finalement procédait à une nationalisation des savoirs plutôt qu'à une reconnaissance des savoirs autochtones. Et c'était tout à fait intéressant comme mécanisme parce que quelque part, la complexité du processus d'enregistrement, de collecte et les faibles moyens souvent qui sont donnés à ça fait que les autochtones sont la dernière roue du carrosse alors qu'ils devraient être au début du processus. Donc après, vous avez, avant généralisation, il y a un processus d'objectivation et ce processus d'objectivation va effectivement avoir pour effet de particulariser le savoir, mais aussi de le séparer de sa base existentielle. Et donc ça va nourrir les critiques des organisations autochtones lorsqu'elles vont dire nous avons notre expérience, nous avons nos savoirs. Nous avons nos connaissances et tout le problème, c'est est-ce que l'on peut exporter un savoir basé sur l'expérience en un savoir validé par la science? Je passe un peu vite, mais disons qu'il y a ce problème de l'abstraction pour mise au service du développement et donc il y a des opérations de tri entre ce qui serait les savoirs utiles pour le développement et ce qui serait les savoirs superflus. Alors, dans les savoirs superflus, il y a eu après de la réflexion pour dire c'est pas vraiment superflu, mais c'est des expressions culturelles. Et donc, il y a après tout l'UNESCO a réfléchi sur cette question des expressions culturelles, de la protection du patrimoine immatériel intangible, etc., qui s'appuie aussi sur les savoirs. Mais c'est venu un peu plus tard, 2011, 2012. Et donc, la question, effectivement, que je trouvais intéressante, c'est l'idée qu'il y ait des savoirs utiles et des savoirs superflus. Et donc, surtout parce que ça s'appuyait donc sur un processus de catalogage, d'indexation qui s'appuie donc sur cette particularisation pour abstraction, pour généralisation. Et donc là, il y a un processus de scientisation qui est discutable et qui est discuté par Agrawal et qui fait écho à une première dynamique à la source du mouvement autochtone qui était un congrès des américanistes qui s'est passé à la Barbade, une réunion avec des anthropologues en 1971 qui commence disons, à contester la manière dont les autochtones, en particulier les Yanomami, sont l'objet de massacres et on produit de la science, mais on ne produit pas des moyens de survie. Et se pose cette question-là et ils vont dénoncer le scientisme le scientisme, mais aussi les effets des religions, etc. Ça, je pourrais éventuellement revenir sur la déclaration de la Barbade. Et donc, du coup, c'est aussi parce que les anthropologues, à un moment donné, se sont élevés pour devenir compagnons de route de cette dynamique un peu complexe que je vous évoque, qu'il y a pu y avoir ces transformations-là. Donc, il y a des organisations qui se sont mises en place, du type IFDIA, International Work Group for Indigenous Affairs, JITPA, dont a parlé Barbara, le groupe international de travail pour les peuples autochtones, Survival International, beaucoup d'organisations qui ont permis effectivement, à un moment donné, de devenir au début les porte-parole des autochtones, puis de travailler en alliance, et qui maintenant sont en soutien pour les déplacements, les autochtones devenant protagonistes et porteurs de leur propre voix directement. Et donc, je passe là un petit peu rapidement. Vous avez ici quelques images qui vous montrent simplement une idée de la diversité, de la manière dont les autochtones, finalement, sont rentrés avec tous leurs appareils, disons, culturellement distinctifs, pour faire avancer les choses. Et donc, je vous ai mis vraiment ces images-là. Puis il y avait une question aussi finalement, est-ce que les autochtones se transforment par la participation internationale ou pas? Je dirais oui, ils se transforment, mais ils se transforment comme vous et moi, nous nous transformons également par la manière dont nous localisons dans un certain nombre d'espaces et dans un certain nombre de cultures. Les autochtones ne sont pas plus dans la vestimenta de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents que nous le sommes. Ils bougent de manière, ils font bouger leurs artefacts culturels et tout cela est parfaitement compatible avec l'usage des smartphones, des ordinateurs, des micros, des caméras, comme on l'a vu dans le cinéma avec Barbara. Et donc, du coup, ils s'expriment de toutes les façons possibles et imaginables. Et ils sont contemporains de nous et ils sont aussi modernes. Simplement, leur accès à la modernité est passé par la nécessité de reconnaître leurs différences culturelles. Et je vous recommanderai un excellent article de Christian Gros qui s'appelle en espagnol Ser diferente para ser moderno, donc être différent pour être moderne. Très intéressant. 99, Colombie, à voir.
Donc, je passe rapidement. Donc, la cause des autochtones a été portée par différentes organisations. Les Nations Unies ont été saisies à partir des années 70. Au fil des ans, il y a eu donc une institutionnalisation des questions autochtones qui sont portées dans différents espaces. L'instance permanente des groupes de travail sur les populations autochtones pour identifier la problématique, le groupe de travail sur le projet de déclaration pour négocier cette déclaration, l'instance permanente sur les questions autochtones maintenant qui vise en entendant les problématiques autochtones et en travaillant sur certaines thématiques qui sont ciblées par, il y a un agenda qui est mis à disposition bien à l'avance, formuler des recommandations pour que les États changent un petit peu leur manière de faire et leur manière d'agir. Et puis le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, qui était le moyen d'avoir à l'intérieur du dispositif du Conseil des droits de l'homme et de l'examen périodique universel une proposition qui concerne précisément les autochtones parce que leurs situations sont complexes en tant que collectif. La déclaration notamment reconnaît des droits individuels et des droits collectifs. Et ça, c'est ce qui est important à avoir présent à l'esprit. C'est la question du collectif. Donc on a une évolution aussi dans la symbolique au niveau des Nations Unies. Donc vous avez un logo qui est apparu au centre et qui utilise des couleurs et qui marie finalement, ça répond à la question de la place des autochtones aux Nations Unies. Donc là, vous les voyez, vous avez la couronne de laurier qui est propre aux Nations Unies, et là, ils ont choisi ce logo avec les 4 couleurs, avec les éléments qui viennent effectivement marquer le positionnement autochtone, qui n'a pas simplement un rapport avec la terre autochtone, mais un rapport aussi avec l'air, avec la végétation et avec les eaux. Si vous voulez savoir, j'en profite là pour vous relancer, si vous avez envie de savoir comment on passe de indigène à autochtone, j'ai fait un article qui est disponible dans l'espacetemps.net en ligne sur le mot autochtone. Vous faites autochtone plus bélier et vous trouverez, je montre comment on passe de l'un à l'autre avec une transformation du sens grec original qui réservait des droits aux autochtones locaux contre les barbares qui étaient étrangers, à la question de ces autochtones internationaux, peuples autochtones qui sont privés de droits à l'intérieur des espaces en question. Donc vous pourrez lire ça. Donc les savoirs autochtones, donc il y a une distinction entre les savoirs. Je vais essayer de nous laisser quand même une bonne demi-heure de discussion. Et donc on a dans l'analyse des savoirs, il y a 3 effets finalement, des effets des bases de données qui sont des effets pratiques, épistémologiques et politiques. Et donc, dans les effets pratiques, c'est le fait que finalement, ces savoirs autochtones en particulier sont difficilement séparables de la base matérielle de leur production, comme de la base linguistique de leur production. Et qu'il faut, à un moment donné, reconnaître ce primat du contexte, de l'expérience, qui va permettre effectivement d'avoir, vis-à-vis des savoirs, ne pas prendre le savoir comme un truc qu'on peut apprendre par cœur, mais de comprendre qu'il y a une relation et à travers des micro-transformations liées aux usages, parce qu'il y a le changement climatique, parce qu'il y a tel animal qui n'existe plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que les savoirs autochtones se transforment à la marche, mais ils se transforment. Et c'est important que de pouvoir saisir ces transformations, notamment dans tout le champ de réflexion du dispositif sur le changement climatique, sur la question de l'adaptation, la mitigation, et savoir si les autochtones qui ont cette connaissance du changement climatique, et ils ont cette connaissance du changement climatique, auquel ils sont adaptés, qui a été mémorisé, qui rentre dans la mythologie, qui est raconté de différentes manières, peuvent servir à d'autres que les autochtones. Donc la dimension épistémologique, c'est c'est le problème de l'objectivation. Comment est-ce qu'on va distinguer le savoir autochtone, local ou traditionnel ou pratique du savoir scientifique ou occidental ou rationnel ou moderne? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères évidents qui vont permettre de pouvoir différencier ces savoirs. Si ce n'est que les uns sont reconnus et les autres ne sont pas reconnus. Donc il y a des méthodes de validation par la science qui sont admises, qui fait que quand vous publiez un article dans Lancet ou dans Nature, on considère que c'est un article scientifiquement valable, alors que si vous publiez dans une feuille de chou connue de personne, on pourra mettre en question la scientificité de ce qui est écrit. Mais en gros,
la question de dégager de la multitude, et ça c'est Agrawal que je cite, hein, dégager de la multitude des pratiques dites autochtones les éléments scientifiques valides qu'elles recèlent n'est jamais qu'une entreprise scientifique comme les autres. Scientifique non pas parce qu'il y aurait en elle quoi que ce soit d'évidemment vrai, mais parce qu'elle se conforme aux procédures par lesquelles la science se reproduit et certains énoncés sont qualifiés de savoir. Bon, alors évidemment, il y a une dimension politique, et ça, c'est vraiment très, très important, parce qu'effectivement, on est dans des rapports de force politique. Il ne vous échappe pas que des peuples marginalisés qui sont en minorité démographique dans un État sont en difficulté par rapport à la société dominante majoritaire, par rapport à l'État qui détient les moyens de contrôle. Et donc, il y a des enjeux de minorité et de majorité. Et à part la Bolivie et le Guatemala, ou les peuples autochtones qui sont très divers, hein. Il y a 38 peuples autochtones différenciés à langues différentes en Bolivie. Il y en a 27 au Guatemala, dont 24 groupes mayas de langues différenciées. Il ne vous échappe pas que c'est difficile de devenir majoritaire à l'intérieur des États. Et d'ailleurs, un des problèmes qui est posé à l'autodétermination, c'est de quelle façon vont-ils s'exercer, parce qu'il y a des problèmes de citoyenneté, de participation à l'espace politique, de reconnaissance de leur mode d'assemblée, d'institution. Et il y a là, plutôt, lorsque l'on reconnaît les modalités alternes que peuvent présenter les autochtones ou différentes formes de collectifs comme mode d'exercice du politique, quand on leur reconnaît une égale validité, à ce moment-là, on étend le champ de la démocratie plutôt qu'on ne le limite. Et ça, je réponds à une des questions qui était posée dans le texte. Et donc, le problème, c'est que quand on prend les savoirs, qu'on les scientifise et qu'on les met dans une base de données, eh bien on oublie que les autochtones ont leur propre système conceptuel, éducatif, relationnel, expérimentaux, reproductibles, et que, voilà, qui sont reproductibles seulement si la base matérielle, donc territoriale, existe. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est que le territoire est aux autochtones un moyen pour, effectivement, dont ils tirent les moyens de subsistance, leurs économies de subsistance, économies diversifiées, comme ils l'ont dit lors de la conférence de Rio +20, mais ils entretiennent avec ce territoire ce que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a appelé relation spéciale. Et cette relation spéciale va incorporer une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, ils ont retenu le terme spiritualité plutôt que religion, parce que la religion a été aussi un des éléments de l'oppression des autochtones, puisqu'il fallait les évangéliser. D'ailleurs, il y en a encore des évangélisateurs qui continuent de parcourir les mondes autochtones pour sauver les âmes, conquérir les âmes, etc. Et donc, ces problèmes-là sont posés. Donc, là, je réponds aussi à une question qui était posée, hein, la base matérielle ou la base territoriale. Je vous donne un tout petit exemple là, qui est que les Maïrouna n'ont pas de mots pour dire culture ou ni pour dire nature. Ils ont plein de mots pour dire la relation entre les humains et les non-humains, pour distinguer les éléments du vivant, l'humain, l'animal, le végétal, et établir leurs relations. Et ce calendrier-là que vous voyez est un calendrier des relations qui vont faire un lien entre, et ça c'est moi qui l'ai construit, hein, ce calendrier, pour être voilà, conforme, pour restituer une partie de ce que j'avais appris avec eux. Et vous voyez que je mets des pratiques de chasse, de pêche, de collecte, le temps des rituels, etc. Et je mets, avec des tout petits points, ce qu'on appelle le temps des cigales. Parce que les cigales sont celles qui vont chanter le temps. Comme nous, on a les saisons, hein, on a l'automne, l'hiver, l'été, etc. Ben, les cigales, ce sont des grands-pères cigales. Et ces grands-pères cigales vont annoncer des pratiques à tenir ou à ne pas tenir en fonction, et ça va de pair avec la montée ou la baisse des eaux, l'arrivée des pluies ou le départ des pluies, la saison sèche, etc. Beaucoup d'éléments que j'ai essayé. Au centre, simplement, vous voyez en espagnol marqué les mois. Hein. Donc c'est enero, febrero, etc. jusqu'à diciembre. Alors, je ne sais pas si... je voudrais vous faire entendre à un moment donné, mais je vois qu'on n'a pas le son. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le son. C'était... Attends.
je voulais vous donner cette, ah, vous n'avez pas entendu? Si, ça marche? Bon. Je voulais que vous entendiez David Guarani parce qu'il est vraiment, il a la pêche et il représente en 2 minutes vraiment une partie du positionnement autochtone. Je pense que je vais m'arrêter là, hein, parce que voilà. Je peux traduire. En gros, c'était nous sommes 5% de la population du monde. Nous protégeons 90%, 82% de la biodiversité de la planète. Et on dit qu'il y a peu d'Indiens sur cette terre, mais des faits, ça c'est Bolsonaro qui dit, non, on dit qu'il y a trop d'Indiens sur la terre, c'est Bolsonaro qui dit ça, il y en a trop, il faut les éliminer. Évidemment, il parle du point de vue brésilien, Guarani, et nous sommes peu d'Indiens pour protéger la vie. Et c'est leur disposition, effectivement, une espèce de leitmotiv comme ça. Les savoirs autochtones sont des savoirs au service de la vie. C'est des savoirs au service de la vie des autochtones, du territoire, de la planète et donc des non-autochtones. Ça, c'est un point très, très important à garder à l'esprit. Et puis, juste, je voudrais très, très rapidement montrer, quand même parler d'un point très important. J'ai évoqué il y a quelques minutes le problème des conservationnistes qui voyaient la nature sans les humains et donc qui chassaient les autochtones des zones à conserver. Et bien, l'UICN, qui est cette organisation très importante de conservation de la nature que certainement vous connaissez, a commencé à changer son positionnement à partir de 2016. Elle a été énormément critiquée par les autochtones et j'ai beaucoup d'enregistrements de cela. Elle a changé son positionnement en 2016 pour reconnaître effectivement que les autochtones pouvaient avoir leur mot à dire. Ça a abouti en 2020 à l'émergence. Donc il y a eu une plateforme autochtone qui s'est mise en place à partir de 2016 à Hawaï, la rencontre de l'IUCN. Et puis en 2021, il y a eu ce congrès à Marseille où les autochtones ont construit un agenda autonome. Et donc là, on a affaire effectivement à une problématique de mettre en ligne et en capacité d'être entendus ce que les autochtones sont capables de faire par rapport à la conservation de la nature et notamment se faire reconnaître comme non seulement les gardiens de la terre, mais aussi des bons conservateurs de la biodiversité. Alors, ils ne le sont pas d'une manière abstraite. Il peut y avoir des autochtones qui, à un moment donné, vont épuiser des ressources de bois parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se chauffer. Et ça existe dans le monde, etc. Donc, il faut effectivement, là encore, je vais répondre à une question où c'était vous présenter les autochtones comme tous homogènes alors qu'il y a des diversités. Ben oui, il y a ces diversités, mais il faut toujours dialoguer entre ce niveau, disons, catégoriel avec ces lignes de pratique, cette gouvernance internationale avec ces différents secteurs et eux-mêmes se localisent à l'intérieur de ça avec différents porte-voix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très attentifs à ne pas capter le pouvoir dans les mains d'un seul, par exemple, homme anglophone. Et leurs caucus se font souvent avec double parité de présidence, hommes et femmes, anglophones, hispanophones. Mais ça pourrait être aussi à un moment donné un francophone ou un arabophone. Voyez, ils essayent systématiquement d'incorporer cette diversité à l'intérieur de la pratique pour porter du collectif et pas pour porter de l'individuel. Et donc, je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu le temps de discuter. Voilà. Merci à vous. Bon, c'est vous qui avez la parole si vous avez des questions, mais je voulais juste en poser une qui traversait plusieurs questions reçues hier soir. C'est comment se fait le choix, s'il y a choix, des personnes qui vont à l'ONU, qui allaient à l'ONU depuis le début, en gros depuis les années 70, puisqu'il a fallu, comme tu l'as dit, quelques années pour mettre en place le dispositif. Mais petit à petit, il y a eu de plus en plus de délégués de différents pays et puis des pays qui sont arrivés en cours de route. Et puis peut-être aussi, puisque tu as dit que les Basques qui sont allés, comment ça s'est terminé? Qu'est-ce que ça a donné comme discussion? Alors sur le choix sur la participation, en fait,
Euh, C'était au départ, alors l'arrivée aux Nations Unies s'est produite euh, par la vertu des alliances avec les organisations de soutien. Et donc, il y avait à la fois l'American Indian Movement, le National Brotherhood of Canada, qui étaient des organisations un peu fortes, hein, qui s'étaient construites dans le mouvement des droits civiques, dans la foulée des droits civiques aux États-Unis, qui ont après abouti au Conseil mondial des peuples autochtones, the World Council of Indigenous Peoples, qui s'est étendu aux aborigènes et aux Samis. Et là, on est dans les années 70, 72, avec toute une réflexion tout à fait intéressante sur comment est-ce qu'on peut être un Indien blanc, à propos des Samis, évidemment, qui sont blonds aux yeux bleus. Donc, il y avait l'idée de ce qu'il fallait. Donc, ils ont commencé à réfléchir, ils ont fait des déclarations de principe. Et puis, ça fait son chemin avec. On est dans la décennie des droits humains aussi qui commence à se forger à ce moment-là. Il y a des organisations non autochtones qui se mettent en place et l'ensemble va débarquer aux Nations Unies. Ils vont organiser 3 conférences. Sur la terre, sur le racisme et sur la discrimination. Et de là naît l'idée de ce qu'il faut faire un groupe de travail. Ce groupe de travail prend place en 82 et après la première conférence de 77, s'est mis en place un organe qui s'appelle le DOCIP, qui est le Centre de documentation pour les peuples autochtones en anglais, et qui a servi de secrétariat technique aux autochtones. Donc le principe, c'est que ils ont obtenu finalement que, et là il y a beaucoup de discussions, hein, mais que la participation aux travaux du groupe de travail soit le plus large possible et accepte les autochtones. C'était pas évident de faire bouger cette catégorie parce qu'il y avait une manière d'être enregistré aux Nations Unies, il faut appartenir à un certain type d'organisation. Vous et moi, on ne peut pas débarquer comme ça en disant oh, on veut voir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des procédures à suivre. Et puis, peu à peu, comment dire, il y a eu une espèce de. Ça a fait tache d'huile, quoi. Donc, il y a eu des mécanismes pour soutenir financièrement. Et à partir de là, il y a eu en écho, finalement, un processus de conformation des organisations. Et il y a eu à ce moment-là des grandes organisations qui apparaissent et qui sont là. Je sais pas, l'International Indian Treaty Council, c'est l'organisation qui est là systématiquement, qui a le statut d'observateur auprès du Conseil économique et social. Donc, il y a des différences de statut entre les organisations, je vous passe tout ça. Mais toujours est-il que ces organisations-là vont être des points intermédiaires pour identifier qui veut venir, donner l'autorisation, financer le voyage. Yves Guillat a fait la même chose, etc. Et puis, vous avez, par différents moyens, des ONG de développement, des trucs, etc. Ils entendent parler de quelque chose, ils ont envie d'y aller. Il y a un côté attractif de cette scène internationale parce qu'ils sont le focus des discussions. Donc, ça leur donne envie d'y participer. Et vous avez des gens qui sont de profils extrêmement différenciés. Vous avez, je sais pas, il y a eu un instituteur, Shipibo, qui est arrivé là. Il y a des Indiens qui sont déplacés par le CIMI, le centre missionnaire au Brésil d'appui aux Indiens, qui est des missionnaires, on dirait, de la théologie de la libération et qui sont plutôt corrects. Ils vont jouer ces intermédiations-là. Donc ça, c'est un point important. Après, vous avez des gens qui entendent parler des trucs onusiennes et du groupe de travail en particulier, parce que depuis qu'il y a l'instance permanente et la représentation sous forme de cette région, je reviendrai après dessus, les gens se sont un peu plus disciplinés. Mais on a vu apparaître effectivement des Bretons, au groupe de travail qui sont repartis assez vite parce que leurs propos étaient assez inaudibles, incapables de se focaliser. Et puis la situation des Bretons est plutôt une situation, disons, de marginalisation culturelle, linguistique, comme celle des Corses ou comme celle des Bretons et des Basques, pardon. Mais ils ne sont pas en proie, aujourd'hui en tout cas, au même type de racisme que celui qui hante les autres peuples autochtones. Je veux dire, les aborigènes australiens sont encore en proie et souffrent d'énormes marques de racisme. Les Basques qui sont venus à l'instance permanente et que j'ai connue étaient une délégation franco-espagnole, puisqu'il y a 4 provinces basques en Espagne et 3 en France, représentent une problématique un peu particulière, peuvent se qualifier comme peuple autochtone dans la mesure où ils sont là depuis tout temps,
n'ont pas été conquis, etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur la langue basque. Leur problématique, elle est certainement de type identitaire, culturel et linguistique. Ils sont bloqués du côté français par la base territoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance d'un département basque pour éviter de la scission, etc. Donc il y a vraiment de la tension qui passe par différents mécanismes, dont un Mesterrand a parlé la dernière fois. Et puis surtout, au Pays basque espagnol, euh, il y a, il y a- il y a- il y a déjà des instruments d'autonomie qui sont extrêmement forts. Il existe une police basque, il existe une garde basque, il existe une éducation basque, il existe un gouvernement basque. Et donc, du coup, ils sont déjà dans des situations que la France ne connaît pas. Donc, la question de transfrontalière reporte le problème au niveau des États, pourraient se traiter, mais en fait, ils sont aussi partie prenante de l'État, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de Basques qui sont dans l'appareil d'État. Ce qu'on n'a pas, c'est très rare de trouver un pygmée dans l'appareil d'État gabonais, par exemple, ou RCA ou autre. Voilà, pour répondre rapidement. Une chose juste à éclaircir, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que là aussi, ça traversait certaines questions, le rapport entre autodétermination, indépendance et autonomie. Et en fait, du point de vue de la manière dont la déclaration a été signée par tous les pays, l'autodétermination ne suppose pas l'indépendance. Parce qu'en fait, des peuples autochtones qui ont réussi à devenir indépendants, dans le Pacifique par exemple, c'est la moitié de Samoa, eh bien, cette moitié-là n'est plus reconnue comme autochtone, alors que l'autre moitié, c'est le même peuple, c'est la même langue, qui est encore colonisée par l'Amérique, hein, ce qu'on appelle les Samoa américaines, est considérée comme un peuple autochtone, qui donc a une voix, et les fameuses 2 minutes à l'ONU, ou les droits au caucus, etc. Et donc, il y a d'autres îles du Pacifique qui ont gagné leur autonomie, comme l'ancienne colonie moitié française, moitié australienne des Nouvelles-Hébrides, qui est devenue le Vanuatu. Ils n'ont plus le statut d'autochtone. Si les Kanaks si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, eh ben, tous les dispositifs, tous les processus ne seraient plus accessibles aux Kanaks. Donc, moi, ça m'a toujours dérangé. Et donc, du coup, ça pose aussi la question si finalement, tel que le monde est organisé aujourd'hui, la revendication d'autonomie n'est pas plus proche aussi de ce qui permettrait à ces peuples-là d'avoir plus de pouvoir que de devenir un État. Alors, dans le débat sur l'autodétermination qui a présidé avant l'adoption de cette fameuse article sur le droit à l'autodétermination, il y avait vraiment une distinction entre deux modalités d'autodétermination. La modalité dite externe, qui aboutit à l'indépendance, à la séparation des États, et qui est la modalité reconnue par les logiques de la décolonisation et l'indépendance, et c'est acté par un certain nombre de modalités. La guerre est généralement au cœur de ces problèmes d'indépendance et d'autonomisation, mais d'indépendance en particulier. Et les autochtones, ils ont dit, mais vous n'avez pas à nous faire... Et donc les États disaient, non, on ne veut pas d'autodétermination parce que vous allez aboutir à fracturer, à fragmenter le territoire national, et on ne veut pas de ça. Donc tout le problème, effectivement, c'est le rapport à l'État. Comme tu le vois, la partie, disons, indépendante d'une île sort du champ autochtone parce qu'ils ont formé un État. Et ils ont des moyens d'agir et des moyens de se conformer, plus ou moins pauvres, autre chose. En revanche, à l'UNESCO, par exemple, Fidji, qui est aussi un État, participe au titre des questions autochtones. Et ils sont consultés, etc. Donc, ce n'est pas partout qu'il y a des séparations. Mais les autochtones en particulier, au moment de la discussion, débattaient en disant mais de même qu'il n'y a pas de peuple substantié, enfin, il n'y a pas de définition de peuple en droit international, alors, les États introduisaient cette distinction entre l'autodétermination externe, avec séparation dont ils ne voulaient pas, ou l'autodétermination interne, c'est-à-dire l'autonomie, l'autogouvernement, qui est pratiqué dans un certain nombre de pays. Par exemple, les États-Unis ont des gouvernements tribaux qui posent plein de soucis, mais qui existent comme tels, et qui aboutissent d'ailleurs à faire que, par exemple, le chef de la nation Sioux Lakota
dis-moi, je suis un chef d'État comme à l'équivalent de Obama. Enfin, donc, vous voyez, il y a des tensions tout à fait intéressantes. Mais du coup, sachant, les autochtones ne revendiquent pas la formation des États et ils ne revendiquent pas la formation d'un État par leurs conditions même d'existence. Donc, à part ceux qui sont localisés dans des points comme par exemple Ouest Papua, la Papouasie occidentale, la plupart des autochtones sont quand même assez dispersés sur le territoire. Et donc, euh, ils ont été rattachés à des territoires étatiques malgré eux. Et ça, c'est tout le cas, par exemple, des territoires du nord-est de l'Inde, hein, qui ont été rattachés parce qu'il y a eu décolonisation par les Britanniques. Mais ils n'ont jamais été, voilà, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, tout ça. Ils n'ont jamais eu rien à voir à faire avec les États du sud de l'Inde ou les États du centre de l'Inde, connus, je sais pas, Uttar Pradesh, Jharkhand, tout ça, c'est des États différenciés. Et donc, ils se retrouvent maintenant à demander, eux, ils voudraient bien avoir l'autodétermination, disons, externe par indépendance, mais ça ne sera jamais accordé parce que c'est des États tampons avec la Chine, donc c'est déjà un autre problème. Mais donc, la plupart des autochtones demandent de l'autodétermination interne, à savoir des formes de gouvernement propres, des reconnaissances territoriales avec des protections territoriales stables. C'est le problème au Brésil aujourd'hui. Il existe des territoires, des terras indígenas, je n'en ai pas parlé là, mais terras indígenas, c'est avec des gouvernements propres autochtones, mais Bolsonaro n'a qu'une seule envie, c'est de détruire ces protections. Et donc, ils détruisent les protections par la voie gouvernementale, etc. Donc voilà, c'est derrière, quand on dit autodétermination interne et qu'on pense autonomie, il faut penser autonomie, autogouvernement, consultation et aussi, ce que j'ai évoqué rapidement, consentement libre, préalable et informé. Parce que c'est aussi des formes d'autodétermination que de dire non, je ne veux pas un hydroélectrique sur mon passage. Des questions de votre part, celles que vous avez posées par écrit ou d'autres? Allô? Ok. Donc, ce n'est pas une question que j'ai demandée avant, mais je voulais juste demander, parce que quand je lisais le texte, moi, personnellement, je retrouve plein de détails que je peux utiliser, par exemple, dans ma recherche, je ne sais pas quoi. Mais en général ou en pratique, je dirais, parce que mon travail est surtout sur les aspects coloniaux et des choses comme ça. Et ce que je sais, c'est qu'en théorie, ou disons académiquement, il y a plein de rassemblements, oui, rassemblements, similitudes dans l'analyse de la situation coloniale et de la situation des populations autochtones, mais au moins dans la région d'où je viens, en général, c'est une relation assez tendue entre les États qui se sont formés après la colonisation et les peuples autochtones qui existaient. Alors, je me demandais si vous savez si ces situations existent dans d'autres pays. Évidemment, je crois que probablement oui, mais aussi comment est-ce que les populations elles-mêmes arrivent à faire ces connexions ou dépasser ce type d'histoire, plus ou moins, je ne sais pas si c'était clair. Quel est le pays d'où vous venez? Ah, pardon, je viens du Liban, mais je parle plutôt de la région arabe, disons, ou arabophone, où, par exemple, on a les questions des peuples sahraouis, par exemple. Ou, Ouais. Ah oui. euh, Non, non, je pensais bien que vous étiez du Liban, mais il n'y a pas effectivement. Donc, si on prend plutôt le cas du Maghreb, arabophone et du Proche-Orient, Moyen-Orient, on a je veux dire, la qualification comme autochtone s'appuie beaucoup aussi sur les mouvements qui les amènent à se revendiquer comme tels, donc auto-affirmation, autodéfinition, etc. Dans les mondes maghrébins, vous avez une grande différence entre l'univers arabes par colonisation et les peuples berbères, kabyles, chleux, touaregs par exemple. Donc ça fait des différences et cela se qualifie. Alors ça m'amène à préciser une chose sur le plan de la qualification en Afrique. En Afrique comme en Asie, tout le monde se dit autochtone parce que ce n'est pas des colonisations de peuplement. Il n'y a pas eu remplacement de la population initiale par les colonisateurs. Et donc, du coup, ils disent on est tous autochtones. Alors, il y a eu en Afrique une commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un organe de l'Union africaine, qui a réfléchi sur c'est qui les autochtones au sens international du terme qui correspondraient à l'Afrique. Et ils ont qualifié ces autochtones-là par leur mode d'existence, leur économie différenciée, pasteurs nomades, chasseurs-cueilleurs, etc., etc. Puis, ils ont une liste. Alors là, pour le coup, ils ont donné des noms
parce que c'est un sujet extrêmement sensible, la question de l'autochtonie en Afrique, parce qu'il y a eu des vagues de colonisation, que le colonisateur n'est pas forcément le blanc, qu'il y a des enjeux très forts et que le terme d'autochtonie est aussi attribué, enfin il y a des propriétaires autochtones, il y a des titres de propriété qui sont attribués dans certains pays et donc il y a vraiment une variation. Donc du coup, en Afrique, il y a des identifications relativement claires et en même temps du débat qui fait qu'on aboutit plutôt à penser groupe marginalisé et vulnérable comme catégorie de pensée pour adresser des politiques vis-à-vis des Bushmen, des San, etc. Ensuite, vous avez par exemple en Israël un ensemble, un peuple qui est considéré comme autochtone, qui sont les Bédouins. Les Bédouins du désert sont considérés comme un peuple autochtone sous occupation, colonisation israélienne. On pourrait dire pourquoi pas les Palestiniens. Eh ben, ils ne sont pas parce qu'ils ne se sont pas présentés et ne revendiquent pas sur cette ligne de conduite, de même que les Kurdes pourraient avoir vocation à se qualifier dans cet ensemble-là, puisqu'ils sont bien de cette région-là et ils ont bien un problème vis-à-vis des États dans lesquels ils sont. Mais les Kurdes se sont plutôt positionnés comme des mouvements de libération nationale. Hein. Et là, on n'a pas véritablement eu ces mouvements de libération nationale dans le monde autochtone. Donc c'est un petit peu compliqué, je réponds un petit peu vite, mais vous pourriez, si vous avez envie d'en savoir plus sur les situations autochtones dans le monde, je vous inviterai à regarder le rapport que Yves Guillaz, International Group for Indigenous Affairs, IWGIA, produit vous pouvez le télécharger gratuitement, et vous avez les entrées par pays. Donc si vous avez une question sur, je sais pas, l'Indonésie ou le Gabon ou d'autres, et donc il est possible que tous les pays n'y sont pas, parce que il faut aussi documenter les situations. Il faut que on crée pas, enfin l'anthropologue ne va pas créer l'autochtone par plaisir, quoi. On est dans des luttes politiques et l'entrée dans le mouvement autochtone international est généralement le fruit des conflits locaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consultation, il y a du conflit sur je ne sais pas moi, l'installation d'un barrage, une industrie minière, des fronts de colonisation, des assassinats, sacré conflit. Et à ce moment-là, faute d'être entendu et d'avoir des formes de justice qui s'exercent à l'intérieur de l'État, il y a tout un champ que je n'ai pas du tout développé sur les problèmes de justice, hein, justice étatique, justice internationale, justice, on ne peut pas tout traiter, mais c'est souvent parce qu'il y a un défaut de justice, un manque à être entendu et un manque de respect vis-à-vis de ces communautés-là, qu'elles vont aller vers le mouvement international pour essayer par l'international de se faire entendre à l'intérieur des propres pays. Et ça a un effet. Donc, on est passé de la politique du name and shame des années 70-80, je nomme un État en lui disant « c'est pas bien » et tout ça pour l'obliger à changer, à une politique où on essaye de donner des recommandations à partir de la connaissance des situations réelles. D'autres questions? Ah oui, au milieu. Vous pouvez peut-être commencer à la dire sans micro. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport enfin, j'avais une question sur justement la notion d'autochtonie telle qu'elle est pensée en France. Je me demandais, dans l'article qu'on a lu de vous, vous avez assez bien pointé du doigt du fait que la reconnaissance des droits autochtones passe en partie par la mesure, et que d'une certaine façon, en France, la mesure est empêchée par le fait qu'il n'y a pas de statistiques dites ethniques. Et moi, je me posais la question de savoir comment, en fait, les peuples autochtones qui vivent sur le territoire français, notamment en Guyane française, peuvent pallier, comment ils arrivent en fait à pallier cette impossibilité de mesurer la démographie, en fait. Est-ce qu'il y a une autre base de mesure ou un contournement qui est fait pour réussir à quantifier les réalités en outrepassant le fait que c'est considéré anticonstitutionnel
de compter parmi des ethnies dans une France une et indivisible, etc. Alors, sur la question des statistiques ethniques, il y a beaucoup à dire, j'en dirai très peu parce qu'on n'a pas trop le temps. Euh, Disons d'une manière principielle, il n'y a pas de comptage par ethnicité, mais il y a identification parce que les gens se connaissent aussi. Et donc, on sait que, voilà, en Guyane française, vous avez des peuples. Alors, j'en profite pour dire, moi, je travaille très peu sur l'autochtonie, mais je travaille sur les droits des peuples autochtones. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce qui est important là-dedans, c'est la notion de peuple. Hein, évidemment, la notion de droit aussi. Mais parce que autochtonie, ça peut se rattacher à toutes sortes de choses. Et donc, on peut aussi parler des plantes autochtones ou d'autres. Donc, ce qui me paraît important, c'est la notion de peuple. La notion de peuple, si on s'appuie sur cette notion qui est valide, hein, c'est qu'en Guyane française, va nous amener à reconnaître, pas par le fait du prince, mais par le fait de l'existence, qu'il existe aujourd'hui le peuple Wayana, Wayanpi, Kalinia, Teko, Palikwene, voyez, qui sont des peuples Lokono, qui se reconnaissent comme tels. C'est-à-dire qu'ils se connaissent tous comme Guyanais, si vous voulez, mais ils vont se différencier. Les Wayana et les Wayanpi peuvent partager beaucoup de choses de la forêt du sud de la Guyane, mais en même temps être différenciés par un certain nombre de pratiques. Et donc, on peut faire des comptages par les enfants, par les foyers, par les familles, etc. Ça ne rentre pas dans l'appareil statistique officiel, mais ces comptages existent. Et c'est vrai pour les autres pays aussi. Il y a des pays où il y a des recensements, des pays où il n'y a pas de recensements. C'est pour ça que le rapport d'Yves Guillat dont je parlais, par exemple, il est fait par des individus locaux qui sont capables de... Donc c'est un rapport qui existe depuis... Yves Guillat existe depuis 72, donc depuis 78, je crois qu'ils produisent des rapports. Donc on a une espèce d'incrémentation, de transformation de ces rapports aussi, et où on voit les faits nouveaux chaque année qui concernent tel et tel peuple. Donc, vous allez à un moment donné pouvoir parler justement de l'arrivée dans le recensement de telle ou telle catégorie. C'est évident que en France, on aura, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a eu un enjeu politique d'identifier qui, parmi les Kanaks, ou parmi le peuple, plutôt, qui dans le peuple calédonien participerait au référendum. Les Kanaks, ayant été mis en minorité sur leur propre territoire, par le fait de la colonisation, de peuplement, puis par l'accélération de colonisation de différentes manières, enfin, l'arrivée d'autres peuples, il y a les Vanuatu, il y a les Asiatiques, il y a les Australiens, il y a beaucoup de gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie maintenant, mais par voie politique, donc à l'issue des accords de Nouméa qui ont scellé le litige entre la France et le territoire dont et les Kanaks étaient partie prenante, hein, le FLNKS était partie prenante de la négociation. Ils ont dit que le corps électoral serait fixé aux personnes inscrites depuis à telle date et depuis au moins 10 ans. Donc ça fixe le corps électoral, donc ça va éliminer du vote ceux qui sont des migrants récents. Et ça permet maintenant de voir qu'il y a 44% de Kanaks dans le territoire. Vous voyez, des choses comme ça. Donc on a des identifications. Mais là on peut identifier précisément la composante kanak par un artifice. Et c'est pour ça que la France ne reconnaît pas les peuples autochtones. Elle reconnaît des populations autochtones. Il y a une différence entre peuple et population. Le peuple est organique, peut avoir des institutions. La population est un ensemble d'individus. Et donc, quand on dit population, on ne reconnaît pas la possibilité de pouvoir aller vers l'autonomie, l'autogouvernement, etc. Ça, c'est la politique française. Mais pourquoi je dis ça tout de suite? C'était... attends, tout à coup, jamais... Oui, oui, 44%. Ah oui, donc ça a été fixé par voie politique et ça permet en effet bon, de savoir... ah oui, c'est parce que, voilà, par voie politique, excusez-moi le raisonnement, c'est par voie politique et par la passation de l'accord de Nouméa qui mentionne explicitement l'existence d'un peuple kanak et d'un destin commun, je ne rentre pas dans tout le détail de l'accord de Nouméa, c'est rentré dans la Constitution à l'article 75, ou 76 si je ne me trompe pas, enfin l'un des deux, 75 je crois. Et étant rentré dans la Constitution, ça fait que la Constitution française, qui ne reconnaît en principe qu'un seul peuple, une seule langue, un seul territoire, reconnaît aussi un peuple kanak. Et ça, c'est quelque chose que les Corses aimeraient bien, parce qu'ils ont demandé depuis très longtemps à être reconnus comme peuple,
Mais de facto, le problème là, c'est que quelque part, la situation était devenue intenable avec la Nouvelle-Calédonie, alors qu'elle est encore en partie gérable avec la Corse. Et on a bien vu tout à fait récemment avec l'assassinat en prison de Ivan Colonna que ça relève, que ça soulève des tas de questions qui aboutissent, pour qu'elles soient, disons, dans l'angle de la pacification, à des discussions d'autonomie qui n'étaient même pas imaginables il y a 3 ans, quoi, ou 2 ans. Ce n'était pas imaginable. Et est-ce que les statistiques informelles dont vous parlez, enfin qui sont faites par des gens qui connaissent des gens des populations, est-ce qu'elles sont instrumentalisables peut-être à l'ONU ou même est-ce qu'elles sont utilisées pour faire valoir des droits en France ou, enfin, dans quelle mesure ces chiffres qui sont produits de façon informelle sont utilisables? Les, les statistiques, enfin, il y a le débat statistique à l'ONU concernant les autochtones porte sur un autre enjeu, à savoir que il y a toutes sortes de statistiques et toutes sortes de rapports dans tous les domaines, et les autochtones n'étaient pas à l'intérieur de ces statistiques et de ces rapports. Donc depuis maintenant 2007 ou 2008 par là, ils ont demandé à ce qu'il y ait de ventilation des données par catégorie, pour tenir compte de l'existence des peuples autochtones, notamment en matière de reddition des comptes sur les plans de développement, sur les aménagements, etc. etc. Donc, ça peut jouer d'une certaine manière. Le fait d'exister démographiquement parlant n'a pas plus de poids. C'est-à-dire que quelque part, vous avez un individu qui représente, je ne sais pas, 50 personnes, il est un petit peu dans la même position de prise de parole que quelqu'un qui porterait la voix d'1 million. Vous voyez, en termes de porte-parole et de prise de parole. Donc tout ça, ça fait des effets évidemment un peu compliqués, mais c'est pas parce que je suis... Alors, il y a dans les prises de parole, et là on est un peu dans la machine internationale, etc., il y a une personne qui va dire... le peuple Kaweshkar, par exemple, est un peuple qui a été exterminé par les Chiliens. Et il y a enfin, la dernière Yagan est morte il y a, je sais pas, 6 mois, et le peuple Kaweshkar, il va en rester 3. Et ben, il va dire, je suis le peuple Kaweshkar. Donc après, nous, on peut essayer d'interpréter ce qu'il veut dire par là, pourquoi il va dire ça, etc. Mais vous avez ces formules de discours, quoi. Lorsque vous êtes un gouvernement Navarro, bah, c'est des milliers de personnes, les Navarros, voyez. Donc, dans la discussion sur la participation que j'ai essayé de mettre en lecture, que j'ai essayé de rendre clair, c'est que justement, les États, c'est quelque part clairement comptable. Hein, on a 193 États plus le Saint-Siège aux Nations Unies. Bon, à part Taïwan qui n'est pas reconnu mais qui est quand même un État, on couvre à peu près la totalité du globe, quoi. Si on commence à penser en termes de peuples, on a 5000 et quelques peuples. Donc les États sont absolument effrayés par la possibilité d'être totalement inondés par cette représentation, les moyens que ça va faire, le temps perdu, les prises de décision, enfin tout ça c'est extraordinairement compliqué. D'où la réflexion sur les régions, choisir des représentants par région. Et ils ne sont pas idiots, hein, ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire un représentant pour toute l'Amérique du Sud, un représentant pour toute l'Amérique du Nord, un représentant pour tout le Pacifique? Comment on se met d'accord entre Nouvelle-Zélande, Australie, Hawaï, voyez. Donc, ce sont des questions qui sont pendantes. On est dans un champ de lutte, dans un champ de tension. C'est pour ça que c'est un sujet merveilleux sur lequel il faut travailler. Malheureusement. Merci Irène, vraiment, c'était formidable. On est obligé de donner la salle au suivant. On aurait pu continuer, mais... Le temps que vous partiez, je vais vous laisser entendre Hindou Maru Ibrahim. Comme ça, le temps que vous partez, parce que c'est la première femme autochtone, Mbororo Peul, qui est arrivée à parler des problèmes de changement climatique au Conseil de sécurité. Et ça montre effectivement comment les questions autochtones ont progressivement sont passées d'un endroit tout à fait subalterne à un endroit presque central. Donc je vous le mets, puis on se dit au revoir à ce moment-là. Merci à vous.